Je suis même passé de trader chez JP Morgan où je gérais des milliards, tu vois, et à l'époque, c'était vraiment beaucoup d'argent, à garagiste. C'est hallucinant, ils sont tous financiers, mais ils ont aucune vision entrepreneuriale, ils savent pas se mettre à ta place. Pendant très très longtemps, j'ai pas pu en parler, mais il m'est arrivé une grosse mésaventure avec JP Morgan. Là, aujourd'hui, si on te demande une erreur qui, selon toi, a pu entraîner ça, il n'y en a pas vraiment. Et dans les années 2000, c'était beaucoup plus facile d'entreprendre que maintenant. Est-ce que ce petit phénomène de course à la levée, ça t'a pas aussi, toi, de temps en temps, défocus de ton business? En France, il n'y a rien. J'ai un business angel qui met 25 ou 50 000 balles dans un projet. Il y a une chance sur 10 qu'il revoit son pognon. Dis quoi à tes salariés, ils viennent te voir, j'imagine, il y a un climat de tension dans la boîte. Moi, j'aime pas les VC. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Multi. Et aujourd'hui, on est sur une thématique spécifique puisque c'est rebond. Je suis accompagné de mon pote Eric Nidam. Hello. Et on a la chance de recevoir Bertrand Fleurose, fondateur de CityScoot. Salut. Merci d'être venu, merci d'avoir Merci, messieurs. accepté l'invitation. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Bah écoute, moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. J'ai entendu parler de vous. Ah, très bien. Bah, nous aussi de toi, du coup. Ouais. Parce que toi, on te voyait un petit peu partout dans Paris. On voyait ta marque un petit peu Ouais, partout dans Paris. Et du coup, l'idée, c'est de retracer un petit peu ton parcours. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, moi j'ai donc j'ai 58 ans, j'ai 4 enfants. J'habite en ce moment à moitié en Espagne, à Palma, et à moitié à Paris. Je suis plutôt entrepreneur, malgré une carrière de 15 ans, plus de 15 ans dans la finance des marchés, à Londres et à Paris. J'ai basculé dans l'entrepreneuriat en 2005 et dans la mobilité complètement par hasard. Voilà. En fait, c'est surtout le service, la notion de service qui m'intéresse. Voilà. Et puis, à partir de 2012-13, j'ai eu l'idée de CityScoot, puis me voilà aujourd'hui. Et pourquoi finance de marché au départ? Je suis Qu'est-ce qui plutôt t'a- matheux, moi, et j'ai fait aux États-Unis des études de finance. Enfin, j'ai fait un major finance, et donc je suis arrivé dans les marchés financiers. Donc c'est la bourse, hein. J'ai Mhm. commencé ma carrière dans la bourse en tant que trader, et j'ai terminé. Ça, c'était il y a longtemps. C'était en fin 87, juste avant le premier crack boursier, quelques semaines avant, et j'ai terminé en 2005. Voilà, dans la finance des marchés. Et qu'est-ce qui te plaisait, en finance de marché? Non, mais rien ne me plaisait en finance des marchés. Donc, qu'est-ce qui te plaisait pas? Tout me plaisait pas. Non, moi, les produits structurés, tout ça, c'est des trucs qui m'amusent. Les produits dérivés, tout ça, ce sont des choses qui m'amusent aussi. J'étais joueur à l'époque, donc la bourse, c'est quand même un immense casino, et j'adorais jouer. Ça m'est complètement passé. Mais à l'époque, ça me motivait beaucoup, et j'étais un petit peu fasciné. C'était l'époque où les traders étaient c'était un peu les héros de l'époque, tu vois? Aujourd'hui, on parle des grands entrepreneurs, les mecs qui montent des startups, qui deviennent, enfin, les Elon Musk. À l'époque, il y avait des grands traders, Mhm. et moi, j'étais un peu fasciné par ça, et ça m'amusait beaucoup. C'est-à-dire qu'à cette époque, les grands traders, ils étaient mis en avant, on les connaissait. Tu connaissais leur Dans le nom ou milieu de la c'était... finance, on connaissait, ouais, même leur nom. On savait dans quelle banque ils bossaient, et cetera. En France, on avait pratiquement les meilleurs traders du monde, hein. Surtout sur les produits dérivés. Ils sortaient de BNP, Société Générale. C'était les meilleurs du monde. C'est la BNP et la Soc Gen qui ont démocratisé mondialement le marché des produits dérivés. D'accord. Étonnamment, ouais. Et toi, dans ton entourage, tu avais des entrepreneurs, plutôt des financiers? Pas du tout? Tu Non, viens de pas quel du tout. milieu, toi? En fait, je vais te dire, ce sont mes grands-parents qui étaient fleuristes à Paris, et qui avaient un de leurs clients qui était le patron de ce qu'on appelait à l'époque une société de bourse, d'accord? Et je cherchais un stage, et ils m'ont dit: «Écoute, puisque tu as fait des études de finance, on t'a pistonné, on a donné ton nom, à l'époque, c'était Alain Ferry, c'était une société de bourse qui s'appelait Ferry, et Alain Ferry m'a pris comme stagiaire, d'autant plus que et je pense que tous les stagiaires devraient faire ça, hein. Dans ma lettre de motivation, j'ai dit que j'étais prêt à ne pas être rémunéré pendant tout mon stage. Donc ils m'ont gardé 6 mois, et ils nous ont Ils t'ont tiré bien sur moi comme exploité. des fous. Ouais, ils m'ont bien exploité. Bon, j'ai eu une petite prime à la fin quand même. J'ai eu 10 000 francs, je me souviens, au bout de 6 mois. Mais ça m'a permis de mettre un pied dans la boîte, et puis de faire mes preuves, et puis je suis resté dans cet univers-là pendant à peu près 15 ans, 17 ans même, ouais. Et comment tu es passé, du coup, de la finance, à l'entrepreneuriat, Ouais, bah, tu sais, il y a des parcours de vie comme ça, je suis pas le seul, mais Ouais. c'est un truc complètement dingue. Je suis même passé de trader chez JP Morgan où je gérais des milliards, tu vois? Et à l'époque, c'était vraiment beaucoup d'argent, à garagiste. Tu sais, ma première boîte, c'était quand même, alors j'ai l'habitude de dire garagiste pour forcer un peu le trait.
En réalité, je marketais mon truc comme une société de service à ceux qui faisaient du 2 roues dans Paris, tu vois, parce que je voulais faire le Midas du 2 roues en France. En fait. C'était ça mon but. Et comment je suis passé de là, c'est que quand je suis rentré d'Angleterre, en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais pendant 5 ans, je suis resté en Angleterre pendant 5 ans, tu es imprégné d'une… Enfin, tu es chouchouté, il y a du service partout, tu vois. À l'époque, déjà, l'impôt était prélevé à la source, tu vois, c'est des trucs dont tu n'as pas besoin de t'occuper. Les supérettes ou les boutiques sont ouvertes 24 heures sur 24, enfin, tu peux t'acheter n'importe quoi. Tu lèves le bras sans faire exprès, tu as 3 taxis qui s'arrêtent devant toi. Donc, tu vois, tu as quand même beaucoup de services. Et tu t'en rends pas compte quand tu es là-bas, tu vois, de ce confort. Et quand tu rentres en France, là, c'est le choc, tu vois. C'est comme si tu passais du soleil à la pluie, enfin, tu te dis, mais il n'y a aucun service. En fait, en rentrant à Paris en 2001, j'achète un scoot et je m'aperçois que pour faire réviser mon scoot, je dois faire la queue 1 heure le matin parce que tout le monde a pris rendez-vous, doit déposer son scoot au même moment. Je rentre avec mon casque sous le bras, je prends le métro, tu vois, le truc. Prendre le métro quand tu fais du scooter, c'est quand même le truc, c'est absolument impossible. Tu reviens le soir, ton scoot n'est pas prêt, tu repars avec ton casque, tu prends le métro ou un taxi, finalement, le truc te coûte 1 tonne. Et là, je me suis dit, il y a un truc à faire. Je vais remplir un trou, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que quand tu as parlé de 2 roues, etc., je me suis dit, peut-être, j'allais te demander si tu étais Non, ça m'intéresse passionné de moto. pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Donc, non, c'est vraiment sur La un mobilité manque. m'intéresse, Ouais. mais le 2 roues en lui-même, motorisé, ça m'intéressait pas. De toute façon, à l'époque, en plus, il n'y avait pas d'électrique, tu vois. Et en fait, là, je bossais encore. Je faisais de la gestion de fonds indiciels, tu vois. Et puis, en 2005, quand je suis parti de là-bas, je me suis dit, bon, je vais faire une boîte. Et j'avais plein d'idées. J'avais aussi une idée pour m'occuper des personnes âgées, tu vois. Je pensais qu'il y avait vraiment un gros marché là-dedans et je voulais faire une société de service pour les personnes âgées, l'aide à domicile surtout. Et puis en fait, bon, je me suis dit, putain, c'est pas très fun. Donc je vais devenir garagiste et je vais faire voilà. Alors je savais rien du tout, mais rien, tu vois. Et puis j'ai ouvert mon projet, j'ai trouvé un local dans Paris 17e, j'ai embauché un chef d'atelier, des mécanos et tout. J'ai potassé sur Google pour savoir, pour qu'on me la fasse pas à l'envers, tu vois, et que je sache à peu près comment ça fonctionne, un moteur et tout. Excuse-moi, dis-moi juste un truc là, parce que quand ta femme, genre, parce que tu es trader de base, Ouais. et tu gagnais très très bien ta vie, j'imagine. Ouais, mais j'ai une aventure. Alors moi, c'est pas la première fois que je dois rebondir. Là, c'est la 2e fois parce qu'il m'est arrivé une grosse mésaventure avec JP Morgan. D'accord. À l'époque, je peux le dire, il y a prescription. Pendant très très longtemps, j'ai pas pu en parler, mais il m'est arrivé une grosse mésaventure avec JP Morgan qui fait que j'ai bien gagné ma vie, mais tout ce que j'ai gagné et même plus, j'ai dépensé un avocat pour me défendre dans une histoire. Voilà. Donc non, je suis reparti de zéro, absolument zéro, quand je monte mon garage. Il me reste un peu de sous, mes parents m'aident et tout, et je trouve un local. Je dépense 500 000 € en fait, Ah oui, quand et même. je pars de zéro. Et là, je fais all-in. T'allais me dire comment ta femme de l'époque, Ouais. enfin si tu étais marié en tout cas, Ouais, j'étais marié, ouais. comment elle réagit? Tu passes d'un super confort financier à… Ouais, non, ça s'est pas bien passé, ouais. Enfin bon, ça fait partie des aléas de la vie, tu vois. Et puis après, ça a de nouveau été mieux. Il se trouve que je suis plus avec cette femme, mais ça s'est passé bien plus tard. Ouais. Ouais, ça fait. Tu sais, les femmes en général, ce qu'elles aiment, c'est pas seulement le confort, c'est la stabilité, tu vois, et surtout la perspective d'une sécurité pour elles, pour les enfants, etc. Bien sûr. Bon. Et quand tu te plantes et que tu n'as plus un rond dans tes poches ni rien, et ben, c'est pas qu'elle t'aime moins, tu vois, c'est qu'elle a plus confiance. Et forcément, ça crée une sorte de cicatrice dans la vie qui est très, très difficile à refaire, mais sauf si tu rebondis instantanément, d'accord? Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir rebondir instantanément. Ça crée c'est un problème. Donc ouais, ma femme, elle a pas bien réagi, forcément. Et là, pareil, ma nouvelle femme, hein, avec laquelle je suis marié depuis 5 ans, elle a pas très bien réagi à l'effondrement de Cityscoot, tu vois? Et pour tous, tu vois, les entrepreneurs qui nous écoutent, parce que c'est une situation qui peut être, qui peut impacter n'importe quel entrepreneur qui a une femme. Comment tu gères, ce genre de Ou un homme, pour Ou les un femmes qui entreprennent, ou Oui, pour les hommes qui exactement, entreprennent, ouais. qui sont Ouais, alors des je pense hommes. que ça arriverait moins à une femme qu'à un homme, tu vois? Je pense que les hommes, enfin, pas parce qu'elles entreprennent pas,
c'est parce que je pense que les femmes sont beaucoup plus prudentes dans la vie et elles voient plus long terme. Je crois que les hommes, enfin moi, peut-être que j'étais à un extrême et c'est probablement une des erreurs que j'ai faites, c'est que moi j'aime bien faire tapis à chaque fois, tu vois? Et donc les 2 fois, j'avais pas de plan B, tu OK. vois? Mais je connais beaucoup d'hommes aujourd'hui, mais tu sais moi, enfin bon, je suis plus âgé que vous et dans les années 2000, c'était beaucoup plus facile d'entreprendre que maintenant. Et dans les années 2000, tu pouvais te dire: «Je me plante», surtout quand tu es jeune, tu vois? Tu as le droit de te planter, tu recommences, c'est pas très grave, tu as tes parents et tout. Là, aujourd'hui, pour moi, la situation est beaucoup plus compliquée parce que j'ai plus mes parents, Mmh. j'ai pas de frères et sœurs, j'ai personne pour m'aider et aujourd'hui, entreprendre, c'est compliqué. Trouver le moindre euro, c'est compliqué, tu vois? Enfin, surtout depuis 2 ans, là, ça devient vraiment très, très compliqué. Et donc mon erreur, là, pour Cityscoot, mais je pensais jamais que ça allait se passer comme ça, c'est que j'ai pas de plan B. J'ai même pas cash out une fois. Au Ah ouais, contraire, j'ai même emprunté pour réinvestir dans ma propre boîte, incroyable. au prix fort, tu vois? J'ai pas arrêté, ouais et ça aujourd'hui ma femme me le reproche et je la comprends parfaitement. Elle me dit: «Mais tu es fou, putain, au lieu de réinvestir, tu aurais mieux fait d'acheter un appart», tu vois? J'ai même pas d'appart. Et c'était quoi ton, genre enfin, à ce moment-là où tu te dis: «Bah, à chaque fois, je mets all-in, je réinvestis dans la boîte» parce que tu y crois, tu es passionné par ce que tu fais. C'est quoi dans ta tête, c'est quoi Est-ce que qu'est-ce que c'est tu te pas dis? est-ce que c'est pas ton côté joueur de l'époque qui est ressorti, tu vois? Probablement un peu, tu vois? Mais, quand il y a eu notre tour C, fin 2019, mon banquier me dit: «Bertrand, il faudrait cash out un petit peu». Je dis: «Non, parce que le plan avec les investisseurs qui rentrent, c'est de, relever dans 1 an», d'accord? Tout était écrit, à une valeur encore double. Ah, il dit: «Bon, si c'est dans 1 an», et en fait, tout se passait bien. Là, d'ailleurs, l'année 2020, elle a commencé sur les chapeaux de roue, un peu aidée par la grève. Je sais pas, vous vous souvenez peut-être pas, mais il y a eu pendant 1 mois et demi, il y a eu la grève de la RATP, donc c'était entre décembre 2019 et janvier 2020. Ça nous a boosté, on était 2 fois au-dessus de nos prévisions pour commencer l'année 2020 et s'il y a eu pas eu le covid, le Mmh. pari fonctionnait, tu vois? Mmh. J'aurais jamais pu imaginer qu'un truc comme ça puisse arriver, Ça, c'est personne sûr que Ouais. personne peut le et deviner, ouais. en fait, mon erreur, c'est que même quand tout se passe bien, enfin mon erreur, c'est de pas avoir Anticiper? Un plan. écoute, moi là, j'ai un copain là, il hésite à cash out un peu ou pas et en fait sa boîte elle grossit de 100 par an à peu près Mmh. et il est sûr que ça va continuer. Je lui dis: «T'en fous, tu cash out». Mmh. Parce que, enfin tu cash out une partie, Tu tu sécurises, as quoi. cash out 20 ou Ouais, tu 10 de sécurises ta une propre partie, bien position sûr. Bah oui. et en fait, moi, c'est ce que j'ai pas fait. C'est ce que j'ai parce que j'étais sûr de moi, tu vois? Alors du coup, pour, revenir à Cityscoot, pour ceux qui ne connaîtraient pas les débuts de Cityscoot, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux expliquer Ouais, déjà quelle ouais. était la promesse de service que tu faisais? Ouais, les débuts de Cityscoot, tu sais, donc tu as raison, moi, c'est société de service avant tout, tu vois? Heu et heu et en fait, l'idée, on m'a aidé à accoucher de l'idée de faire ça. Je sentais qu'il y avait un truc à faire et à l'époque, j'étais toujours on avait ouvert, je faisais de la location de scooters traditionnels aussi et on avait ouvert un petit desk, tu vois, à La Défense, au parking centre de La Défense et pour louer des scooters aux mecs qui bossent et ça. Ça a pas du tout fonctionné, mais du coup, j'avais établi une relation avec, Vinci Park à l'époque, qui s'appelle Indigo maintenant et ça, c'était en 2012 et Vinci m'appelle en me disant, «Bah, vous qui faites de la location, nous, on doit répondre à un appel d'offres pour les, 14 parkings de La Défense», tu vois? Parce qu'en fait, ils leur appartiennent pas, c'est des concessions Mmh. et heu et c'est des concessions qui durent un certain nombre d'années, je ne sais plus combien de temps. Bon, en tout cas, il n'était pas question de le perdre et ils ont dit: «Pour nous différencier, il nous faut, heu, il nous faut des offres, un petit peu, bah, différenciantes», tu vois? Mmh. «Est-ce que vous pourriez mettre une station de scooter électrique?» J'étais pas du tout dedans moi, hein. Une station de scooter électrique à La Défense en libre service. Donc une sorte de station, mais une station, tu vois? Pas du free floating. Bon Mmh. et hem et je réfléchis et je me dis: «Putain, bon, je vais pondre quelque chose». Donc j'appelle des mecs, je vais dans internet, je regarde, je vais à un salon du scooter électrique, je me renseigne, j'appelle des ingénieurs et tout et finalement, j'arrive à pondre un truc au moins sur le papier en disant: «Bah, voilà, je peux faire ça». Et puis après, il fallait tenir la promesse parce que l'appel d'offres a été gagné, tu vois? Sur le papier et donc j'ai embauché des ingénieurs. On a créé, une app qui marchait que pour le jour de la démonstration pratiquement, tu vois? Un truc comme ça.
Fake it. Avec 6 scooters, on a acheté 6 scooters, des autocollants, tout. Elle était vachement belle, tu vois? Et de toute façon, ces scooters-là, il y a pas besoin d'une borne spéciale, tu vois? Ça se branche sur les prises électriques. Mais Vinci Park nous avait dessiné une belle station avec des jolies lignes et tout. Puis on fait l'inauguration. Il y avait le CEO de Vinci, et le directeur général, et cetera. Enfin, d'Indigo, je vais dire Indigo parce que sinon les gens vont pas comprendre. Ouais. Et voilà, on fait le truc et finalement donc ils gagnent l'appel d'offres est gagné. Mais et moi je me suis dit: «Putain, ça va être un super business. On va installer». Pour moi, l'idée à l'époque, c'est d'installer des stations dans les 80 ou 70 ou 80 parkings Indigo à Paris et en Île-de-France, et puis que les gens comme ça, ils prennent des scooters dans les stations, un peu comme Vélib, tu vois? Ouais. Et à ce moment-là, il me semble qu'il y a Autolib de Ah la oui, mairie. c'est vrai. Putain, j'avais oublié Mais ça. c'était un truc de la C'était les mairie? espèces de petites smart Ouais, les petites électriques là. voitures, ouais. Non, ouais, Enfin, c'était smart, des c'est compris quoi. ouais, ouais. Donc à l'époque, il y a Autolib et moi Autolib, je trouve à l'époque, il y a Vélib déjà, mais Ouais. c'est des Vélib, Voilà, voilà. c'est pas des Vélib électriques, tu vois? Mais moi Vélib, c'est arrivé dans Paris, je m'en souviens même pas. Je trouvais pas ça génial, tu vois? Mais Autolib, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Et pourtant, je l'ai essayé, j'ai utilisé qu'une fois. Je suis arrivé dans une bagnole, enfin je suis rentré dans une bagnole où il y avait un McDo, entamé et Ouais. tout, je trouvais ça C'était ah ouais, dégueulasse. c'était moi horrible. aussi, Ouais, j'ai fait mais une mais fois, j'ai ça m'a trouvé dégoûté. mais par contre, je pense qu'Autolib a révolutionné, l'esprit des gens dans le fait de prendre des véhicules qui sont pas que des vélos, tu vois? Donc à mon avis, Autolib, même si finalement ça s'est mal terminé, heu, je pense que c'est un peu grâce à Autolib qu'il se passe tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Parce qu'ensuite le précurseur du free floating, ça a été Cityscoot, Mmh. d'accord? Dans toute l'Europe et dans le monde d'ailleurs. À égalité avec Cooltra, qui est donc celui, qu'on voit rouler à Paris aujourd'hui, Mmh. qui lui a eu la même idée que moi à Barcelone au moment où moi je l'avais à Paris, et d'ailleurs nos services sont sortis à quelques mois d'intervalle, tu vois? Bon, donc si Scoot n'avait pas été là, ça aurait été Cooltra qui l'a inventé et vice versa. Et hem et donc ouais, tu as raison, il y a Autolib et Autolib m'a beaucoup inspiré en fait quand j'ai fait le truc, tu vois? Mmh. Il fallait que ça fonctionne à peu près pareil et tout. Seulement le problème, c'est que nous, les scooters connectés, ça n'existait pas, tu vois? Donc il a fallu créer, un scooter, fallait prendre un scooter sur l'étagère, tu vois? Donc on a choisi celui qui nous avait l'air le plus robuste. Donc c'était il y avait plein de scooters chinois, il y avait un scooter allemand, un peu de scooter allemand, et puis il fallait mettre de l'électronique à l'intérieur parce qu'il y avait rien. Mmh. Donc on a inventé des boîtiers, on a inventé une nouvelle batterie un peu différente que la batterie motrice, on a inventé un nouveau faisceau électrique, des boutons, des relais, des machins, et cetera. Et Cityscoot est né là, tu vois? Mais le Cityscoot que vous connaissez, vous, aujourd'hui, c'était pas celui-là. Celui-là, c'était des stations. Et je signe au forceps un contrat, je me souviens, j'en fais des cauchemars encore, parce qu'on négocie encore pendant la nuit et tout. Indigo, ils étaient très durs à l'époque, où on peut installer une station dans tout leur parking. Oh, Alors, on est tu te hyper dis, content. c'est bon, ça y est, Ouais, on est hyper content. Et d'ailleurs, je lève mes 400 000 premiers euros auprès de Business Angel sur sur la ce base de ce contrat. contrat-là, ouais, Ouais, sur OK. ce contrat. Ça y est, j'ai un Bah, oui, oui, business. oui, c'est là, c'est Et puis, rapidement, vient l'idée que, bah, être dans les stations, enfin, quel est le scooteriste qui va aller s'emmerder, aller dans un parking pour aller chercher un scooter, se garer dans un scooter, remarcher 200 mètres pour aller chez lui? Ouais, Alors l'expérience, elle que est pas fluide. ouais, alors que le propre même d'un mec qui achète un scooter, c'est qu'il se gare c'est devant qu'il sa se fait porte pas chier, cochère, quoi. voilà, c'est ça. Voilà, Bah c'est oui. tout. Et donc sort l'idée un peu, commune, c'est pas que la mienne, de dire: «Bah non, bah, on va essayer de s'affranchir des stations», tu vois? Et on va avoir des mecs qui vont aller changer les batteries, heu, sur place dans les scooters, tu vois? Ouais, donc là, c'est la Et vraie naissance du donc ça, Cityscoot, c'est la vraie ouais. naissance du free floating Cityscoot, un service qui n'existait pas, qui existait à 10 aux États-Unis, une boîte qui s'appelait Scoot à l'époque, tu vois? Scoot Networks. Mais lui, il avait aussi, les mecs allaient dans des garages pour recharger, et cetera. Enfin, c'était un peu, Archaïque. c'était ouais, ouais, c'était vraiment hyper bootstrap. Et donc on crée Cityscoot et là j'exploite, donc heu, une info que j'ai de la mairie de Paris, que Anne Hidalgo, elle doit promettre, pour faire plaisir au parti, des radicaux de gauche, il faut qu'elle inscrive une sorte de scoot libre dans ses 7 mesures phares, ou je sais pas, enfin, parmi ses mesures prioritaires pour sa nouvelle mandature. On va être en 2014, c'est 2014-2020. Comment tu chopes cette info, si tu as le droit de le dire? Ouais, en fait, je traîne dans les couloirs de la mairie une fois de temps en temps pour parler à la voirie, Ouais. pour essayer d'avoir des stations en surface, en fait.
Et puis j'ai l'info que il faut qu'elle fasse Pirate ça. un peu. Ouais. Pirate le Bertrand. Ouais, et non, mais attends, et puis il y a un mec C'est- vachement sympa, et puis qu'en plus je croisais dans les cercles je jouais un peu au poker à l'époque, et, et qui bosse au PRG, un mec super sympa qui me dit nous, ça fait des années qu'on va au Conseil de Paris et qu'on veut qu'il y ait un scout libre. Vous arrivez, vous êtes là, vous traînez à droite à gauche. Ce qu'il faut qu'on vous dise, c'est que nous, on trouve ça super. D'accord. Bon. Et là, je me dis, putain, il y a un coup à jouer. Et moi, je connais pas la presse. Je sais pas comment ça marche, tu vois. Moi, j'étais trader, j'en sais rien, tu vois. Enfin, et puis après, garagiste. Et là, j'appelle un mec du journal du dimanche. Il s'appelait Bertrand aussi, comme moi, Bertrand Gréco. Et je lui dis, Bertrand, j'ai un scoop pour vous. Je vais mettre 1000 scooters à Paris avant la fin de l'année prochaine. Ah ouais. Enfin, Ah, tu vas au culot. ouais. Et là, quand je lui dis ça, il y a 70 000 € sur le compte. Tu vois, les 400 000, ils ont été cramés dans le prototypage, dans les trucs comme ça, dans la petite station qu'on a faite avec les 6 scooters. Et il me dit, ah ouais, putain, faut que j'en fasse une demi-page et tout. Sort le 15 mai 2000, je sais plus quoi, 2000, ouais, je sais plus, 2014, je crois. Bertrand Fleurose, entrepreneur, 1000 scooters dans Paris avant fin 2016 en libre service. Et là, on est toujours sur la notion un peu. On n'avait pas encore développé le free floating, tu vois. Ouais. On n'avait pas fait le système. Donc, on fait un faux free floating en se branchant avant sur les stations Vélib avec des mecs qui vont bouger les scooters, qui les remettent en dehors des stations pour montrer qu'en fait, ils sont dans la rue. Mais en fait, dès qu'ils ont été posés dans la rue, il y a un mec qui le prend pour aller le brancher, puis qui va le remettre, etc. Donc, c'est assez rigolo. Mais du coup, le truc sort un dimanche, journée du dimanche, d'accord. Et le lendemain matin, il y a la mairie de Paris qui m'appelle, qui me dit, votre idée est formidable. Ah ouais. On va l'inaugurer devant la mairie. En fait, c'est juste derrière la mairie, sur la petite place qui est juste derrière la mairie. On va faire venir tous les journalistes et ça va être formidable. Et là, je me dis, faisons ça. Et donc, on y va avec un peu notre bite et notre couteau. C'est toi qui, au final, qui a provoqué. Ouais, j'ai fait exprès. Et puis, c'était J'ai joué vraiment un gros coup de bluff. C'était Ah ouais, ça ta incroyable. volonté au travers de cet article. Exactement. C'était de C'était les provoquer. interpeller, quoi. Ouais, parce que je savais que la mairie avait pas envie de le faire, un scoot libre, tu vois. Elle faisait chier. Il y a toujours cette fausse idée que le scooter, c'est un truc dangereux, c'est un truc de voyou, c'est un truc de livreur, etc. Et elle avait pas trop envie de se mettre là-dedans. Elle s'est dit, si le petit Bertrand, lui, il veut le faire, nous, on va l'aider un peu en lui faisant sa pub. Ouais. Si ça marche, on dira que c'est grâce à nous. Je pense, c'est qu'elle dit ça. Et si ça marche pas, on dirait que c'est lui, que c'est son service. Tu vois. Donc on a tout à C'est de gagner. la récupération. Et en plus, on tient notre promesse vis-à-vis du parti du PRG, tu vois, du parti des radicaux de gauche. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont appelé en disant, enfin ils ont sauté sur l'occasion. Ils se sont servis de moi, mais moi ça m'arrangeait bien, tu vois. Je me suis aussi servi d'eux. Bon. Bien sûr. Un échange de bons procédés. Exactement. Donc c'était assez génial. Et grâce à cette inauguration, et puis après, alors je te dis pas parce que la communication de la mairie de Paris c'est ultra fort, c'est ultra puissant, puis c'est de la bonne com gratos, tu vois. Et puis ensuite, c'est grâce à ça j'ai fait mon premier tour, tu vois, en s'appuyant là-dessus. Et Ton premier tour, tu le fais à combien? alors on communique sur 15, mais en fait c'est pas 15, c'est 7 en equity et 8 en dette pour acheter, pour réaliser les scouts. C'est quoi ta valo à ce moment-là? Alors que à ce Tu moment-là, avais déjà donc, fait un tour de 400 000 initialement. ouais, et puis juste à ce moment-là, on est d'accord que tu as toujours tes emplacements J'en ai utilisé dans les parkings. J'ai même pas commencé. Ah, ok, d'accord. Non, j'ai même Finalement, pas tu n'as commencé. pas été au bout de ce truc-là, quoi. Non, j'ai abandonné ce truc-là rapidement. Ok, Ouais. ok. Ma valo, écoute, je sais que ma première valo, sur les 400 000 €, c'est 4 millions, je crois. Donc tu te dis à 10%. Ouais. Ok. Mais je suis un peu dilué parce que, en fait, c'est ma holding où j'étais pas tout seul, qui rentre dedans. Et j'avais déjà des actionnaires d'avant. Et puis, comme on avait fait un peu le truc ensemble, j'étais pas à 100%. Et ma valo, quand je lève les 7 en equity. Généralement, c'est quoi? C'est 25? Je sais plus. Sur le deuxième tour. Je sais plus, c'est un truc que je savais par cœur, je sais plus. Je sais que ma dernière valo 2019, c'est 125 post-money. Enfin, donc sans prêt, 125 postes. Mais les premiers tours, je me souviens pas. Enfin, je m'en fous. Moi, à cette époque-là, je m'en fous complètement de la dilution, tu vois. Ouais. T'as pas pourquoi tu t'en foutais?
parce que je faisais partie de ceux qui croyaient à l'époque, d'ailleurs à tort, hein, parce que je me suis fait un peu bouffer dans les pactes et dans les négos, enfin, à raison de dire qu'il vaut mieux avoir 1% d'un truc énorme que 20% de zéro, Oui. mais dans une certaine, tu vois, en Ouais, fait, ouais, bon, Ouais, ouais, Toi, tu étais tout seul dans ce ouais, projet-là? tout seul. et juste une question, Ouais. parce que, vous étiez initialement, vous étiez combien au départ, quand tu lèves les 400 000, vous êtes combien dans ton équipe à peu près? Je suis Quand je lève les 400 000, je pense que je suis tout seul avec 3 ingés, OK. ça qui sont même pas encore salariés. Bah Ouais. oui, parce Et qu'au quand final, là, à ce moment-là, il y avait eu que la signature du Ouais, contrat, c'est Ouais. tout. mais moi, la question que je me pose, c'est tes équipes, quand tu fais tes coups de Trafalgar, genre à la mairie, tu signes un contrat avec Indigo, avec, les parkings, mais en fait, les scooters, on s'en fout, ils sont pas dans les parkings. Tu commences à les mettre dans la rue, tu fais comme si. C'est quoi ce Ils te prennent malade? pour un qu'est-ce qu'ils te disent, genre, à ce moment-là? Indigo? Non, Non, tes tes équipes. équipes, genre? Non, mais j'ai à l'époque, je suis encore le boss de ma société de mes garages, de mon garage, tu vois? Donc j'ai pas vraiment d'équipe. Je suis, si, je il y a une de mes filles, aînées, enfin une de mes 2 grandes filles qui bosse un peu avec moi, qui me fait un peu le marketing ou la com et des trucs comme ça. Moi, je suis même pas salarié. C'est un projet en fait où il y a juste une entité juridique, mais il y a pas d'équipe, si tu veux. Il y a réellement personne et puis les ingénieurs qui ont bossé sur le scooter, c'est des freelances. Ils sont payés avec les 400 000 balles que j'avais fait, tu vois? Donc il y a pas d'équipe, il y a pas de salariés. Un peu plus tard, assez rapidement, quand on lève les sous, ouais, là, je commence à monter des équipes, tu vois? Mais au début, il y a personne, tu vois? Et d'ailleurs, c'est quoi tes premiers recrutements une fois que tu lèves Ah, là, justement? bah, un CMO pour faire le marketing, pour se faire connaître et cetera. Tu sais, nous, on a toujours bossé, moi, je considère que la notoriété, l'image de marque, surtout l'image de marque, tu vois, la raison d'être et tout, c'est un truc hyper important. On a toujours voulu véhiculer une image d'excellence opérationnelle, de confiance et ça a été insufflé, dès le départ et cette image, elle nous a suivis tout le temps et c'est grâce à ça. Je pense que notre notoriété a toujours été assez bonne, tu vois? Mmh. Donc pour moi, c'est très important qu'on soit connu, pas seulement parce que d'ailleurs, aller chercher des clients, ça nous a jamais coûté très cher. Enfin, je veux dire, quand tu as à un moment 1000, 2000, puis 4000 scooters dans la rue, tu pas besoin. D'ailleurs, les mecs qui ont fait des trottinettes, Avec ils n'ont jamais dépensé 1 € en marketing, tu vois? avec ce type de projet, c'est des projets, c'est viral, c'est-à-dire que tu envoies Ouais, tu 1, vois 2, partout. Ah tu te ouais. dis: C'est quoi ce C'est quoi truc?» ce truc? Il sort Et d'où? bah, ouais, c'est ça. Et donc Et donc c'était plus soigné, vraiment, ouais, c'était surtout notre première campagne, elle était sur un ton assez humoristique, un peu décalé. Enfin, moi, j'ai adoré, il y en a qui ont pas aimé et cetera. Mais moi, c'était surtout la com qui m'intéressait à ce moment-là, mmh plus que d'aller chercher des clients. Coup marketing là. Ouais, c'est une campagne de 6 clips. Je m'en souviens de un parce qu'il y a on les a faites avec, Bernie Bonvoisin. Tu vois, c'est le chanteur de ouais, tu Ouais, vois je qui vois c'est? c'est qui. Ouais, Non, je ouais, vois pas qui c'est. chanteur Mec. d'Antisocial. Antisocial, Antisocial, tu perds ton sang-froid. sang-froid. Tu connais pas? Non. Ouais. Ouais, non, mais bon, c'était une star le mec. Bon, et il était voisin de nos locaux. On le voyait tout le temps. Moi, je le voyais tout le temps. Il habitait dans la rue à côté de chez moi aussi. Et il a été OK pour tourner un clip avec D'accord, OK. enfin 6 clips. Et il se baladait avec un scoot. Et de temps en temps, il rentrait dans les restos entre les tables avec son scoot, où il se baladait au milieu des gens. Et puis il y avait marqué si ça pue, c'est pas nous, tu Ouais. vois, parce que scoot électrique, Ouais. etc. Enfin bon, je me souviens même plus de tous les clips. Un Et un c'était peu un peu décalé. provoquant. Ouais, Ouais, un peu provoquant. provoquant. Provoquant, mais ça avait marqué les esprits à l'époque, enfin un petit peu, en tout cas dans notre milieu. Ça avait bien fonctionné. Ensuite, on a été un peu plus politiquement correct dans notre communication. Tu travailles avec la mairie de Paris en plus, donc Non, on ne travaillait pas avec la mairie de Ah, tu Paris. travaillais pas avec eux du Ah coup au non, non, pas final? du tout, non. Ils ont fait de la pub pour nous lancer, pour nous aider à nous lancer. D'accord. Mais en fait, on n'avait aucun contrat avec la mairie de Paris, OK. aucune Ah ouais! subvention, rien. Ah moi Je croyais que c'était partie prenante. j'ai toujours cru qu'ils Ah non, étaient c'était pas vraiment, du non, non, il y a impliqués aucun dedans, échange quoi. d'argent, ni de contrat, rien. On a juste signé en 2018, je crois, ou 2019, une convention je sais plus comment ça s'appelait, mais comme quoi on s'engageait à bien se comporter. Mmh. C'est-à-dire qu'on signalait à nos clients Éthique, quoi. ouais, c'est ça, Éthique. qu'il fallait bien se garer,
Il fallait que les changements de batterie se fassent en fourgonnette électrique. Il n'y a jamais que CityScoot qui a respecté ce truc-là, etc., etc. Donc, ouais, charte de bonne conduite, ça s'appelait. Voilà. On a signé ça avec la mairie de Paris et c'était un truc, c'était même pas contractuel, si tu veux. Mais sinon, non, on n'était pas du tout ni un service de la mairie, ni un service subventionné par la mairie. D'ailleurs, la mairie nous a défoncé en contravention, tu vois. En tout cas, nous a jamais protégé des contraventions. Comme nous, on payait la simple et bonne raison. Tu sais, quand tu es trop gentil, c'est toi qui payes le plus. Hein. Ça, c'est connu. Nous, comme on voulait pas que nos scouts, on avait besoin de nos scouts pour les louer, si tu veux. Dès qu'il y en a un qui allait à la fourrière, il y en avait une centaine par jour. Hein. On allait les chercher, on payait. Et alors, les fourrières, elles se sont dit, putain, c'est des bons clients. Ils payent tout de suite. Les scouts, ils occupent pas trop nos parkings, là où il y a les fourrières. Donc, dès que le scout ressort, oui, mais c'est oui. arrivé souvent qu'à peine on ressortait le scout et qu'on le garait quelque part, le mec nous le reprenait, il le remettait dans la fourrière. Parfois de façon abusive, quoi. Ouais, totalement. On était. Non, mais les fourriéristes, c'est des voyous. Hein. Et, Ouais, j'ai dû en soudoyer. Hein. Ouais, tu m'étonnes. et donc, on a vécu l'enfer. Et personne ne nous défendait. La mairie ne nous a jamais défendu contre ça, tu vois. Mais la disproportion entre on avait les statistiques, nous, et la disproportion était énorme entre l'enlèvement de nos scouts et l'enlèvement des autres deux roues. Et justement, est-ce que toi, dans ton PNL, c'était une ligne conséquente, les amendes, Non, pas du tout. Non, ça allait quand même. Ah non, dans le PNL, c'était une ligne conséquente. Ah oui, voilà, dans c'est mon ça. business plan, c'était pas une ligne Oui, conséquente. voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Voilà. Non, en revanche, là où on a eu raison, les bons paris, et ce qui d'ailleurs, ça a surpris absolument tout le monde, c'est que 0 vol, 0 accident. Oui, alors que c'est ce que tu devais entendre au début. Et niveau Ouais. casse, Non, mais rien. rien. Ouais, de temps en temps, un scooter qui tombe parce qu'il est renversé par une bagnole qui se gare. C'est parce qu'on avait le droit de se garer sur les places voitures. Bien sûr. Donc les gens en profitaient, mais c'est rien, c'est du plastique, ça coûte 50 balles, tu vois. Et encore, on ne les remplaçait pas systématiquement. Mais 0 accident grave. En 2021, quand on répond à l'appel d'offres de la mairie de Paris, c'est-à-dire qu'on a déjà commencé depuis 5 ans, on a fait 20 millions de locations, enfin je sais plus, 17 millions de locations, donc 100 millions de kilomètres, 0 accident grave, tu vois. Donc toute l'image du scooter 50, où genre ça c'est un engin de mort, etc. Pas du tout. Et puis pas de vol, rien, pas de vandalisme. Mais ça doit être, franchement, ça doit être stressant quand même parce que tu dois te dire, putain, il suffit qu'il y ait un drame et au final, tout de suite, les gens vont directement sauter sur l'occasion de dire, ouais, voilà, Ouais, c'est vrai. Au final, c'est hyper c'est un peu angoissant. stressant. Quoi. Fallait pas que ça arrive au début, si tu veux, parce qu'à partir du moment où tu fais 20 millions de kilomètres, bon, ok, tu as le droit d'avoir un drame. D'ailleurs, on a eu 2 drames, hein. Mais qui n'étaient pas du tout de la faute du CityScoot. Ouais, et on a eu notamment le fils de Yannick Aleno, quand il s'est fait rentrer dedans par un chauffard. Il était sur un CityScoot, mais il est arrêté au feu, il y a un mec qui lui a foncé dedans, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le fait que Bien c'était sûr, sur bien sûr. 50 cm3. Mais ouais. Et pour en revenir au début, donc quand tu pars sur l'électrique, donc on en a compris que c'était aussi un effet d'opportunité. Est-ce que tu étais sensibilisé par tous ces sujets écologiques ou pas du tout? Non, mais pas du tout. J'étais beaucoup plus sensible à 2 notions qui sont toujours essentielles dans ma tête. C'est que j'adore les business de location. Je suis très fan de ce genre de business model de location. Location SaaS, enfin en mode abonnement ou tout ce qui est location, que ce soit court terme, long terme, à la minute, mais le business à partir du moment où il y a du leasing ou de la location, c'est pas de la vente. Par opposition à une vente, si tu veux, c'est un business model qui m'intéresse. Et le partage. Ça, c'est une notion que j'ai découverte avec CityScoot, enfin avec Autolib. Je me suis dit, c'est génial. Ouais. Il y a même un mec un jour qui m'a dit, avant que je fasse CityScoot, c'est un truc qui m'est resté dans la tête, il m'a dit, moi j'ai une flotte, une flotte de fourgonnettes, c'est un artisan en fait. Il avait 10 fourgonnettes et il avait 10 fourgonnettes et il les partageait entre tous ses salariés. Et il avait fait un partenariat avec une boîte qui bossait la nuit. Et il partageait sa flotte. C'était lui qui utilisait ses fourgonnettes le jour et l'autre boîte qui faisait, je sais pas, du dépannage d'ascenseur la nuit ou un truc comme ça, utilisait les mêmes fourgonnettes pour la nuit. Intelligent. Et je me suis dit, putain, l'optimisation, parce que je suis un fou d'optimisation, moi. C'est un truc que je dis, je sais pas si je l'ai déjà dit dans un podcast, mais
il faut que j'optimise tout le temps. C'est-à-dire que le soir, Tout est process. Tout est question de process. ben ouais, Bah ouais, je le soir, faisais. quand j'éteins les lumières avant d'aller me coucher, il y a un certain ordre. Et Alors ça s'appelle des tocs, au bout d'un moment. ouais. Ah, mais j'ai le toc de l'optimisation. Ça, c'est dingue. Ah, tu Mais veux faire genre tu réfléchis, tu te dis: «Alors le chemin le plus court toujours, pour» toujours. Et il y a il a dû tracer des lignes chez lui par terre. ouais, non, mais ouais, j'éteins les au bout d'un moment, tu sais, putain, je perds un temps à faire cet aller-retour, il y a 2 mètres, tu vois? Et bon, et je fais autrement. Mais en fait, bon, j'essaie de me soigner un petit peu là-dessus, mais je veux toujours optimiser. J'adore l'optimisation. Pour moi, le partage, c'est l'optimisation absolue, tu vois? Je pense qu'on pourrait toujours en faire mieux. Et cette notion de partage est très importante. En 2014, je sais pas, mais projetez-vous 10 ans en arrière, le sauvetage de la planète, la décarbonation, etc., on n'en parlait pas, Ouais. pas Très beaucoup. Ça peu, ouais, ça commençait à arriver, commençait. ouais. Pas Ça commençait beaucoup, à arriver, ouais. mais rien à voir avec 5 ans plus tard, tu Ouais. vois? Et puis j'ai surfé sur cette vague parce que je me suis dit: «En plus, j'ai fait ça sur un truc électrique». Les gens, ils commencent à se dire: «Ouais, l'électrique, c'est vachement On bien». commençait Bon, à il y a parler eu réchauffement climatique et ouais, cetera, ça ouais. commençait à arriver, oui. Alors il y a toujours eu les détracteurs de l'électrique qui disent: «Ouais, mais construire une batterie au lithium, c'est exploiter des enfants qui ramassent le lithium avec leurs ongles. C'est en fait, ensuite, il y a pas de recyclage de la batterie, on les jette un peu n'importe comment». Bon, ça, je pense que c'est fini, ça y est, ceux qui ont les détracteurs enfin, ceux qui disent que le cycle de vie d'un scooter électrique est, pire que ou d'une voiture électrique est pire que celui des gros 4x4, je sais pas, mais qu'une voiture thermique, c'est faux. Mmh. Alors, c'est juste faux. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que là où ça pollue, c'est pas là où les gens habitent. D'accord, en tout cas. Et donc, j'ai évidemment surfé sur cette vague qui nous a aidé à faire nos tours suivants parce que à un moment, il fallait que les investisseurs ils cochent le truc RSE, impact. RSE, ESG, économie propre, autopartage, décarbonation, etc. Donc, tu vois, on a profité de ça. Ce qui est une erreur fondamentale d'ailleurs. Et moi, je le dis à tous les entrepreneurs qui m'écoutent, là, les jeunes en tout cas, ceux qui ne savent pas, mais accepter à son board des investisseurs qui ne rentrent, en tout cas qui rentrent pour cocher des cases, c'est l'erreur absolue. Parce qu'en fait, une fois qu'ils ont coché la case, ils se désintéressent de toi. Cocher la case, pour eux, ça veut dire qu'ils vont avoir leur bonus en fin d'année vis-à-vis de leur boss, tu vois, ou de surtout les 2 établissements publics que j'avais au truc, RATP et CDC, c'est juste pour cocher la case, Allianz aussi d'ailleurs. Mais et ça a été mon erreur, c'est qu'ensuite, une fois qu'ils ont coché la case, ils veulent que tu survives. Ils veulent pas prendre de risque de croissance, surtout pas. On aime bien faire un truc, c'est un peu genre le top 3 des erreurs ou est-ce que tu as un petit top 3 de critères pour bien choisir ces Enfin, tu aurais dû investisseurs, tu vois? dû me prévenir avant. Ouais. Mais moi, je reproche énormément aux investisseurs de n'avoir jamais été souvent à des postes clés dans leur boîte, dans l'organisation dans laquelle ils bossent, ou de pas avoir monté de boîte, ou de pas savoir ce que c'est. Bah oui. Ouais, mais il y en a un sur 50, hein, Mais ça, c'est un reproche qu'on peut, enfin, moi personnellement, c'est hallucinant. Ils sont tous financiers, mais ils ont aucune vision entrepreneuriale. Ils savent pas se mettre à ta place. Et non, ils savent pas. ouais. Ils savent pas. Alors moi, je dis pas que les entrepreneurs ils savent tout, mais seulement souvent ils savent pas manager les hommes. Mmh. Ils ont souvent une très bonne idée, mais une très bonne idée, ça vaut rien si Mmh. ensuite tu sais pas manager tes équipes, tu vois. Donc ça, c'est le premier reproche, c'est que en général, ils savent pas de quoi ils parlent. Deuxième reproche, c'est justement, il faut que leur ADN, pas seulement l'ADN du fonds, mais il faut que leur ADN à eux, celui qui va être à ton board, ait la même envie que toi. Ils te comprennent, il sait pourquoi tu le fais, il comprend les échéances et il faut qu'il ait quasiment la même passion que toi, tu vois? Il faut que le mec, il se dise: «Ouais, moi la micromobilité, je pense que c'est le nouvel avenir, c'est le nouvel Eldorado», et cetera. Si le mec, il se dit juste: «Bah, voilà, si Cdiscount on coche parce que, ça pollue pas dans les villes», et puis qu'en fait ensuite il se fout du reste, c'est mort. Donc toi, ça veut dire qu'une de tes grosses erreurs, c'est d'avoir, en fait, cherché du cash auprès de certains investisseurs qui n'étaient pas forcément, spécialisés dans ton domaine ou attachés à ton projet, Ouais, alors je peux pas dire que j'ai fait une erreur parce qu'en fait, j'ai pas eu le choix de mes investisseurs. Souvent, j'étais très, très pressé de lever des fonds parce que je voulais pas, il y a un calendrier, tu sais, quand tu Oui, bah, oui. déploies une flotte,
Faut mieux la déployer au printemps plutôt que de la déployer au mois de novembre. Et pour la déployer au printemps, il faut la commander 6 mois avant. Donc, tu as une petite fenêtre pour lever des fonds. Et souvent, j'ai été trop pressé il y a tout un timing. Et puis, tu ne sais pas si ta levée, elle va durer 3 mois ou 9 mois. Mmh. Enfin, c'est plutôt 6 mois ou 9 mois. Donc, tout ça, ça s'anticipe vachement à l'avance. Et puis, finalement, tu te retrouves dans une situation à un moment où tu te dis, bon, tant pis, je prends l'argent qui est là. Ouais. Même si ce n'est pas le bon investisseur, je préfère avoir un mauvais investisseur que de ne pas avoir un investisseur du tout, parce que sinon, tout s'effondre. Et donc, du coup, je pense pas avoir choisi les meilleurs. J'aurais préféré avoir des fonds qui me tirent vers le haut plutôt que des fonds qui veulent, soit qui me tirent vers le bas, soit qui veulent pas, soit qui refusent une croissance trop forte. Tu vois. À l'époque, moi, quand je suis arrivé, on était toujours dans le syndrome Uber, hein, quand même. Mmh. Donc, il fallait pousser, il fallait déployer, Mmh. il fallait avoir le plus de clients possible, il fallait avoir de la notoriété. Et puis ensuite seulement, plus tard, on récolte les fruits. Le business model de Cityscoot, c'est qu'il fallait que les scouts survivent à leur durée de leasing. Une fois que le leasing est payé, parce qu'évidemment, les scouts, on ne les achetait pas, hein, on les louait Bien sur sûr, 3 ou ouais. 4 ans. Une fois que le leasing est payé, bah ensuite, les scouts, ils continuent de fonctionner. Et là, tu n'as plus de loyer à payer au leaser. Et là, tu as souffert pendant 4 ans, 3 ou 4 ans. Puis ensuite, tu vois, ta courbe de PNL, elle explose Et comme du ça. bonus. Ouais, là, c'est l'embellie absolue, c'est la sortie du tunnel. Et le business model est construit comme ça. Les investisseurs, quand ils rentrent, ils le savent que ça va être Mmh. construit comme ça. Seulement, ils perdent patience. Tu vois, quand tu perds de l'argent pendant 3 ans de suite, à flotte, à périmètre constant, et qu'en plus, tu augmentes ton périmètre et que tu continues d'augmenter la flotte de scooters, et puis que cela, au fur et à mesure, ça va être Ouais, 3 ou oui. 4 ans, etc., ils s'impatientent. Même si Mmh. c'était écrit au départ dans le business plan, ils commencent à s'impatienter. Ils deviennent un peu nerveux, tu vois. Bon. Et nous, comme on a commencé à acheter nos premiers scooters en 2016-2017, l'embellie, elle commence en 2020 à peu près, au moment du Covid. Tu vois. C'est l'année, normalement, tu Tu as sors du tunnel, enfin, tout va fait un bien, up and etc. Et down, quel tunnel? Ouais, et là, le Covid, il te ferme la porte du tunnel, il te dit non, mon vieux, c'est demi-tour, tu vois, tu retournes dans les abysses. Et troisième critère, au moment du choix des investisseurs, donc je te dis, moi, j'ai pas toujours eu le choix, en Mmh. fait, au fur et à mesure. Il faut absolument s'assurer que celui qui fait et à qui tu fais confiance pendant toute la durée de la levée, celui qui te signe le term sheet, celui qui négocie avec toi, celui qui négocie le pacte avec toi, ce sera celui qui va être assis à ton board pendant la durée. Combien de fois j'ai vu, c'est arrivé plusieurs fois chez Cityscoot que, en fait, le mec, au moins 3 ou 4 fois, le mec avec qui tu as négocié, celui en qui tu as confiance, qui a compris ton business, tu as envie que ce soit son argent qui vienne dans ta boîte parce que tu sais que ça va bien se passer avec lui, et ben, le lendemain de la signature, au premier board, c'est pas lui qui vient. Et OK. il te dit, c'est pas lui parce que lui, il va faire autre chose, tu vois. OK. Parce que Cityscoot, c'est trop visible, finalement, il est trop junior, ou finalement, comme c'était le cas pour la Caisse des dépôts, la bonne femme, elle est partie, elle était géniale. On l'a remplacé par un autre mec qui connaît pas le business, qui s'en fout. Voilà. Et tu as fait combien de levées en tout? J'en ai fait, d'abord, j'ai levé 400 000 en business angel sur un mail de 10 lignes. Hein. J'avais même pas de slide ni rien. J'ai envoyé un mail de 10 lignes le 14 juillet. J'ai remis 400 000 euros. Tu Mmh. vois. C'était assez miraculeux. Surtout avec le business model pourri de mettre les scouts dans les parkings. Bon. Mais bon, j'ai eu l'argent. Je ne sais même pas comment ces gens-là m'ont fait de l'argent. Deuxième levée, ça a été complété par un autre business angel qui a mis 400 000 euros à lui tout seul, donc en fait, ça faisait 800. Et ensuite, j'ai fait un tour tout seul aussi, 100 personnes, d'obligations convertibles pour à peu près 2 millions. D'accord. Donc là, en tout, j'avais levé entre 2,5 millions et 3 millions Mmh. avant de faire mon premier tour. OK. Donc j'ai fait tour A, tour B, tour C. Mmh. Et ensuite, on a fait un bridge en 2021 pour essayer de tenir un peu plus longtemps. Après, je suis parti. Et je crois qu'ensuite, il y a eu, enfin, je le sais même, il y a eu ce tour dilutif affreux en juillet 2022 où RATP et CDC ont rasé la boîte. Ils ont tout dilué tout le monde par 1000. Donc Mais voilà. justement, on dit toujours Donc qu'une en levée, tout, il y a eu 70 millions, je une pense. levée, ça demande quand même de l'énergie, beaucoup de temps, et cetera. Ouais. Est-ce que, ce petit phénomène de course à la levée, ça t'a pas aussi, toi, de temps en temps, défocus de ton
de ton business? Ouais, alors oui, bien sûr, une levée, ça dure 6 mois minimum. C'est un peu dommage que ce s mais il faut que le CEO s'en occupe, c'est obligé. Il faut qu'au moins le fondateur s'en occupe, s'il est plus CEO, au moins que s'il restait juste chairman of the board et cetera, il faut qu'il s'en occupe parce qu'il a l'ADN de la boîte dans le sang, enfin, il a l'aboiement Bien dedans. sûr. Donc il faut qu'il c'est lui qui convainc les investisseurs finalement, tu vois? Donc bon, le CEO, il a aussi le business plan, il a le PNL et tout entre les mains, il voit un peu les perspectives, il anticipe, mais je pouvais pas dé tu peux pas déléguer ça et puis de toute façon les investisseurs, ils veulent parler au boss, hein. Ouais, Et bah, oui. puis, tu sais, moi, que tous les investisseurs à qui je parle, je sais pas si c'est la vérité, mais ils considèrent qu'au moins 50 de leurs décisions, c'est le fit avec l'entrepreneur, ou la confiance qu'il a, qu'ils ont en lui ou elle, tu vois? Donc ça, enfin ça, c'est fondamental. Moi, ce que je reproche, c'est que les levées durent trop longtemps, Mmh. d'accord? J'ai même, je soupçonne même, enfin, je le sais, ça arrive partout et je soupçonne même que ce soit arrivé au moment de mon tour C, que les investisseurs te jouent la montre à mort Pour te pour tordre au cas où. et ouais, Ouais, tu ouais. as plus de trésor et il te faut te lever et là, au dernier moment, ils te font des conditions affreuses, tu vois? Mmh. C'est dégueulasse, Ouais. tu vois? Ah, Les c'est VC, de la sale psychologie ça, hein. non, mais ils sont quasiment tous comme ça. Moi, j'aime pas les VC, d'accord? Et en fait, Ce même sera si le mot du podcast. ouais, moi, Moi, j'aime pas les je VC. n'aime pas les VC, je trouve qu'ils sont pas pros, ils sont mal je trouve que l'univers VC en France, en tout cas tout ce qui est seed, pré-seed, jusqu'au tour B, je pense, pré-seed, seed, tour A, tour B. Je pense que c'est très mal structuré, c'est mal organisé, les gens savent pas de quoi ils parlent. Je pense qu'ils ont des mauvaises intentions, c'est des gens qui jouent pas avec leur propre argent, donc ils sont défocus, tu vois? Moi, je préfère des business angels, des enfin, Bah, tu vois, hier, on a reçu, Jean de la Roche-Brochard de Kima ouais, et lui, bon, lui, il est sur du pré-seed, seed. C'est des tickets en moyenne à 150 ouais, pré-seed et c'est beaucoup d'intuitu personae. Lui, il est vraiment passionné par ça. ouais. Mais on va dire à partir d'un certain level, série A, série B et cetera, c'est très financier et au final là, Ouais, c'est l'aspect, pas la même c'est approche. pas la même approche, l'aspect confiance et tout, ça rentre enfin, Ouais, une ça fois que le business est lancé, c'est autre chose. Mais bah, ça, ouais. c'est après ça, c'est les tours de moi, je dis pas que je n'aime pas, le private equity, enfin, parce que la partie tout ce qui est venture, donc tout ce qui est, les premiers tours, Mmh. je trouve que c'est mal fait, tu Mmh. vois? C'est désorganisé. En revanche, je crois que le niveau des investisseurs de private equity à partir des tours, supérieurs ou de growth et cetera, je crois que la qualité est bien meilleure, tu vois? Mmh. Les interlocuteurs sont de bonne qualité, on n'investit plus sur l'homme, effectivement, on investit sur des perspectives un PNL, des perspectives de croissance, d'attraction, d'un produit et cetera. Concret, quoi. Et ouais, et puis aussi aujourd'hui, je pense que ce qui fait très peur et le marché il est vraiment mal organisé en France et je pense que Euronext devrait mettre son nez là-dedans, mais dans d'autres pays, pour le non coté, il y a de la liquidité qui est organisée. Mmh. En France, il y a rien. Je dirais un business angel qui met 25 ou 50 000 balles dans un projet, il y a une chance sur 10 qu'il revoie son pognon. Enfin qu'il puisse sortir au moment où il veut, tu vois? Ouais. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est perdu à jamais. C'est vraiment pour réduire c'est pour Et réduire ouais, ses impôts, tu vois? c'est ça, c'est un truc de S'il y avait défisc. pas d'ailleurs, je pense que s'il y avait pas cette réduction de la fiscalité, quand tu investis dans des startups, Ouais, je ou pense qu'il y aurait beaucoup moins de business Ah oui, angels, ça hein. c'est sûr, hein. Voilà, Évident. c'est juste à cause de ça. Donc voilà, il faut vraiment, c'est le troisième truc, il faut s'assurer que le mec qui a fait toute la phase d'investissement avec toi, d'abord il ait pas joué la montre et ensuite ce soit celui qui a ton board. Moi, j'ai juste une petite question pour revenir sur tu sais, tes petits tocs, d'automatisation. Est-ce que, Opt Optimisation. optimisation, d'optimisation, ouais. pardon. Ça, c'est, réflexe, professionnel. Comment ça s'est transcrit dans Cityscoot? Est-ce que justement ça t'a aidé à optimiser certains process, De tout à parce être que vraiment dans les petits papiers de tout ce qui se passe dans ta boîte? C'est sûr parce que ouais, d'un ouais, point de vue parce que moi en logistique, ça doit fait, être, C'est pour ça, oui. moi ce qui très lourd, hein. m'intéressait beaucoup il y a 2 trucs qui m'intéressaient. Alors Cityscoot déjà, faut reconnaître que moi je suis hyper fier d'avoir monté Cityscoot. J'ai inventé un nouveau truc, c'est là qu'on s'est aperçu qu'en fait les Parisiens, les citadins, ils aiment faire du scooter. Puis on avait même 300 000 inscrits Cityscoot à Paris. Et en fait, j'ai répondu à un truc, je savais même pas que ça existait, mais à un besoin qui était inconscient, de pouvoir prendre un scooter qui t'appartient, pas être obligé d'acheter un scooter, tu vois, qui t'appartient pas,
tu le jettes où tu veux ensuite, là où tu vas. Tu fais ça à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça t'aide à aller en soirée, puis tu reviens en Uber. Enfin, tu vois, il y a eu plein d'usages. Moi, j'allais à la gare avec. Et puis quand je revenais, j'étais encore dans le train, que je réservais déjà mon city scoot devant la gare du Nord. Tu sautes sur un city scoot, etc. Enfin, moi, même, je trouvais que mon service était absolument. À chaque fois que j'utilisais city Quand scoot, tu je me dis, l'utilisais, tu te disais: putain, c'est «Ah là là, Je suis un génial. C'est quand génie. il est bon le mec qui a Je suis fait un ça». génie. Ouais, je me dis, c'est quand même génial, tu vois, d'avoir fait ça. Donc, je suis hyper fier d'avoir fait ça. Je pense avoir participé à la démocratisation, l'évangélisation du scooter électrique à Paris, tu vois. Montrer que c'était pas dangereux, montrer que ça se volait pas, montrer qu'on pouvait faire les choses bien. Mais effectivement, il y a 2 trucs qui m'intéressaient énormément, dans ça, c'était le service client, parce que je suis toujours le service, tu vois? Donc, ouais, pour moi, il faut que les scooters soient propres, qu'ils soient dispo, c'est pour ça qu'on en mettait plus que nécessaire, qu'ils aient des batteries pleines. Et pour avoir des batteries pleines, je te dis pas l'optimisation, qu'il faut faire. Et c'est là, moi, je me suis passionné pour les opérations terrain, parce que combien on peut mettre au kilo près de batterie dans une fourgonnette électrique? Est-ce que les tiroirs, ils doivent se tirer comme ça pour gagner des secondes, tu vois? Pour pouvoir changer nos 40 batteries ou 60 batteries dans un cycle de 6 heures. On organisait des séances de coaching physique pour ce qu'on appelait nous des swappers, c'était des loopers, Mmh. pour qu'ils fassent les bons gestes, pour qu'ils se blessent pas, etc. Tu vois? Et tout était calculé, mais à la seconde près, enfin, à la minute près, au C'est centimètre comme, près, ceux qui changent les pneus pour en optimiser. F1, tu sais? Ouais. Exactement. Mais tu sais, l'opérationnel, c'est ce qui coûte le plus cher. Chez Cityscoot, il y avait 350 salariés dans les 3 pays et sur les 350, tu en as 250 qui bossent 24 heures sur 24 pour changer les batteries, pour changer 2000 batteries par jour. Ouais, donc en fait, de toute façon, c'est stratégique, Ouais, c'est une c'est pour machine, tu toi, ouais, vois? c'est Et si le truc est pas rodé au millimètre, tu vois, ça peut pas fonctionner. Et cette technique de swapping de batterie, on l'a changée plusieurs fois. Il y a un jeune chez moi qui a dit: «Mais attendez, en fait, je pense qu'il faut transporter» bizarrement, hein, c'était complètement contre-intuitif, il faut transporter moins de batterie dans la camionnette, mais que la camionnette fasse un aller-retour à l'entrepôt au milieu de tournée, on en changera plus que si on en emporte plus, tu vois? Et alors, putain, Ah oui, tous les mecs, complètement. les Mais non, calculs, c'est pas logique. ouais, Ah ouais. les mecs ont calculé. Effectivement, il avait raison, le mec. Tu vois, super. Donc, moi, des trucs comme ça, enfin, ça a aidé énormément. Ça nous a fait ce petit truc-là, ça a dû nous faire gagner 500 000 €, tu vois. Au-delà de l'optimisation, ce que je retiens surtout, c'est, en fait, toi, tu es un malade de l'expérience client. Genre, c'est ça qui Bah te ouais. c'est Moi, je suis un malade de ça. ouais. Ouais. L'expérience client, qui téléphone, qui utilise son app, etc., il faut que le parcours soit fluide. Mais le plus important, et c'est ça qu'on a essayé d'insuffler, c'est moi, je voulais absolument que le mec qui est chez lui le matin, ou la nana qui est chez elle le matin, et qui va au bureau ou qui a un rendez-vous, elle se dise, je sais que j'aurai un city scoot à 100 mètres. Tu vois? À force d'en voir dans la rue, à force d'avoir une bonne expérience, etc., elle réserve même plus. Tu vois, tu pouvais réserver 10 minutes Mmh. ou un quart d'heure à l'avance, mais elle s'en occupe même pas. Elle sait qu'elle en aura un. Et allez, après tout, peut-être qu'il va falloir qu'elle marche 1 minute de plus, mais elle en aura de toute façon un. Pour moi, ça, c'était la promesse la plus importante, c'est que le service soit là. Tu vois, quand tu vas dans une boulangerie, que tu as un pain au chocolat, il n'y a pas de pain au chocolat, ça fait super chier. Ouais, bah, ouais. Bon, ben voilà. Et du coup, tu vas plus dans cette boulangerie parce qu'elle, elle a jamais de pain au chocolat. Donc, tu vas dans l'autre. Ouais. Bon, ben moi, je voulais être l'autre. Donc, je voulais être le service sur lequel tu peux compter le matin, tu peux t'appuyer. Et à partir du moment où tu as réussi à créer cette confiance, le client, tu l'as à vie. Et Il change son mode de vie Ouais, grâce à ouais, c'est toi. clair, ouais. Il vend sa bagnole, il sait qu'il y a City Scoot, ou il vend son scoot. Et on est arrivé là à un moment. Tu sais, dans Paris, il fallait pas, normalement, il fallait 2000 scooters ou 2500 scooters en tout. À un moment, j'ai décidé d'en mettre 3700 parce que je voulais qu'il y ait plus de scooters. Il vaut mieux avoir trop de scooters que trop de clients. Il vaut mieux avoir trop d'offres que trop de demandes. Avoir trop de clients, moi, à un moment, nous, on a freiné de temps en temps nos campagnes d'acquisition parce qu'on s'est dit, on va avoir trop de clients par rapport au nombre de scooters. Donc l'effet va être Mais déceptif, quoi. exactement. Et quand tu perds un client, c'est ce qui est arrivé à Autolib. La première fois, tu trouves pas de voiture dans la station. Bon, pas de voiture souvent. Ça Et arrive. puis au bout de 3 fois, le mec, tu le vois Ouais, plus. bah Il oui. a Ouais, changé ses ouais. habitudes, tu vois? Et c'est fini. Ou alors il va chez le concurrent, c'est fini. Donc ça, c'était le truc le plus important. C'était plus que l'app, plus que le service à la limite au téléphone, plus que tout ça, c'était que tu descendes chez toi, il faut que tu aies un scooter, à moins de 100 mètres. On avait calculé qu'on voulait un scooter en moyenne tous les 100 mètres dans Paris. Et tu as réussi et Ouais, ouais. ouais. Et à ce moment-là, du coup, donc ça doit être, un peu l'apogée de l'histoire, Ouais, City ouais. Scoot. Vous êtes combien dans la boîte? Au max, je crois qu'on est entre 350 et 400. Dont les 2 tiers à Paris.
et puis le dernier tiers réparti entre l'Espagne et l'Italie, plus en Italie. On a une grosse flotte à Milan. L'Espagne, on a fait un coup d'essai où on a mis quasiment 1000 scouts, mais ça s'est pas bien passé, il y avait trop de concurrence. Et les Espagnols, ils sont très protectionnistes. S'il y a un service français contre 5 services espagnols, c'est fini. Ouais, ouais. Tu peux pas faire, on n'a pas fait Et un donc, raid, tu vois. comment t'organises ta boîte à ce moment-là? En termes de fonction, c'est quoi En fait, tous ceux qui étaient France deviennent globaux, presque, tu vois. Donc le CMO France est devenu le CMO des 3 pays, le CTO, c'est devenu CTO des 3 pays, et cetera. Les services en Italie et en France, ils n'ont qu'une indépendance opérationnelle terrain. Mmh. Voilà. Sinon, tout est géré de la France. Tu sais, la beauté de Cityscoot, c'est que non seulement c'est un projet tech, on a hard et soft, Mmh. d'accord, hyper tech. C'est un projet de service, c'est un projet d'industrialisation. Nos scooters, la chaîne de montage, elle était spécialement pour nous, tu vois, au bout d'un moment. Donc, les scooters, ils étaient créés pour nous. C'est un truc de location, donc j'adorais. C'est un truc de partage, etc. En fait, ça regroupait tout. Et puis, c'est du B2C. Moi, j'adore le B2C. Donc, en fait, ça regroupait toutes ces verticales. Cityscoot cochait les cases. Et c'est pour ça que c'était un projet absolument magnifique. C'est ton projet parfait, ça se voit, parce que quand Ah tu en ouais, parles là, c'était sur on mesure, sent hein. que vraiment c'est Ah ouais, c'est un projet pareil. Je pense que si je relançais alors aujourd'hui, tout est moins cher. Tu vois, les scooters valent 3 fois moins cher. Ils sont 2 fois de meilleure qualité. Ils sont connectés. On pourrait diviser les coûts opérationnels par 2. Celui qui relance, et c'est pour ça d'ailleurs que j'aurais pu la redresser, j'ai pas réussi malheureusement, mais si je l'avais récupéré à la barre du tribunal, je suis sûr qu'aujourd'hui, on gagnerait pratiquement déjà de l'argent. justement, est-ce que tu peux expliquer du coup, cet épisode-là, donc quand tu te retrouves en redressement, et qu'il y a cette possibilité de reprise, alors est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est déroulé? Ouais, alors déjà, le redressement, c'est une grosse surprise. Je pense que les investisseurs RATP-CVC ont fait une énorme erreur. C'est celle de s'être assuré que Cityscoot gagne une des 3 places promises par la mairie de Paris pour l'appel d'offres, parce que tu sais, il y avait un appel Mmh. d'offres. La mairie de Paris l'a glandé, enfin, tu peux même pas savoir, mais ils ont mis 1 an et demi pour répondre. Service public. Ouais, et nos investisseurs, ils se sont dit, alors qu'on était sûr de remporter cet appel d'offres, tu vois, ils se sont dit non, on va maintenir Cityscoot en perfusion jusqu'à ce qu'au lieu de prendre des décisions. Moi, je suis plus dans la boîte à ce moment-là. Je suis parti en février 2022. Moi. Enfin, entre février et mai 2022. Moi, je suis plus dans la boîte à ce moment-là. Et au lieu de se dire bon, c'est Alors sûr qu'on juste, va gagner ouais, l'appel quand tu d'offres. dis: «Je suis parti», est-ce que tu peux préciser, du coup, ce qui s'est passé à ce moment-là? Pour que Ouais, les c'est gens, se comprennent un peu le contexte. Et même si on peut juste arriver au moment du Covid, expliquer ce qui s'est enfin, tu te prends ouais, le Covid donc pleine face, écoute, ouais, on prend le Covid de pleine face. Je prends tout ce que je peux en PGE. On prend plus de 10 millions d'euros en PGE. On venait de lever en décembre notre 3e tour. On a donc plein de cash. La boîte, elle est protégée a priori. On n'a pas de problème. On songe même à racheter un concurrent en Allemagne à ce moment-là. Ah ouais, Parce qu'en Allemagne, ils n'ont pas de avec le PGE. PGE. Avec le PGE, parce qu'eux, ils n'ont pas de PGE. Tu vois, les Allemands, ils n'ont pas de PGE. Et bon, il allait pas bien depuis longtemps, le concurrent, mais bon, on le fait pas. Heureusement d'ailleurs. Enfin bon, de toute façon, l'issue aurait été la même, sauf que ce serait arrivé plus tôt. On le fait pas et donc on a plein de cash. On ne pensait pas, c'est que finalement, tous ces confinements, ces demi-confinements, ces couvre-feux, et cetera, allaient prendre du temps et que ça allait installer chez la population une nouvelle habitude, le télétravail. Et finalement, le télétravail qui a suivi cette année de Covid a été plus néfaste à Cityscoot que le Covid lui-même, tu vois. Parce qu'une fois que les gens ils font les réunions de chez eux, ils vont plus bosser, etc. Ils utilisent plus Cityscoot. Bon. Je me suis toujours dit, mais c'était un peu peut-être du wishful thinking, que le télétravail, à un moment ou à un autre, ça allait se résorber. Tu sais, il y a eu une folie du télétravail. Tu vois, plus personne n'allait bosser. Puis à un moment, je me suis dit, je pense que les gens ils vont quand même finir par rebosser un peu. Tout le monde ne va pas accepter ça, etc. Ce qui est en train d'arriver d'ailleurs depuis quelques mois, les gens ils retournent bosser. Mmh. Et puis il y a le vélo électrique aussi, qui même si c'est pas le même usage, je pense prend une petite part du marché qu'on aurait pu avoir ou du marché qu'on a déjà chopé, etc.
le vélo électrique devient de plus en plus populaire, ou en tout cas, ouais, beaucoup du marché qu'on aurait pu avoir. Les gens, au lieu d'aller chez un scooter, parce que c'est toujours Ouais, la peur. mobilité électrique Ouais, en la général, parce que mobilité électrique. même les trottinettes électriques, si tu peux quand même faire 2-3 kilomètres avec, hein. Ouais, ça, je savais que ça allait pas durer, les trottinettes électriques. Enfin, les mecs, c'était tellement des voyous, et c'était rangé Ouais. n'importe comment, etc., que ça pouvait pas durer. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais Madrid a banni Ah non, je les sais 3 pas. opérateurs il y a 4 jours, là. D'accord, ouais, Comme parce qu'il y en Paris. a beaucoup aussi en Espagne. Il y en avait beaucoup, en tout Ouais, mais cas. Madrid, c'est fini, tu vois? Et toutes les villes vont suivre. Je pense en 3 ans, il n'y a plus une seule ville qui a des trottinettes électriques en libre service. Hem Et donc, je sais plus où j'en suis. Ouais, donc il y a le covid, et cetera, donc on a du cash, et cetera. Et puis tout ça, ça dure très longtemps, jusqu'à un moment où on dit à nos investisseurs, j'ai un DG à ce moment-là, je l'embauche pendant le covid, on dit à nos investisseurs: «On va pas tenir là, si ça continue comme ça», on leur dit début 2021, on passera pas l'hiver 2022. Mmh. Donc on essaye de lever des fonds avec un leveur de fonds, ça n'a pas bien fonctionné. Et puis on fait un bridge, on demande à nos investisseurs de faire un bridge. Le bridge se fait dans des conditions correctes, en obligation. OK. Et finalement, moi je voulais lever un certain montant. Et puis eux ils disent: «Bah non, ça va arrêter plutôt à ce montant-là, on va fermer la fenêtre de tir. Hem, on va pas lever plus». Il nous en a manqué, et du coup, bah, ce qui nous a manqué, on n'a pas passé l'hiver, et à l'hiver 2021-22, on est obligé de se mettre en protection parce qu'on a plus on peut plus assurer 3 mois de cash, tu vois? 3 Ouais. mois de Mmh. salaire. Et là, on demande un peu d'aide à nos investisseurs. On se place en procédure privée de ces mandats ad hoc, tout Ouais. ça. Finalement, ensuite, ça se transforme en conciliation, ça concilie, tout le monde s'arrange, etc. Et arrive le moment où là, on n'a plus du tout de cash, et les investisseurs veulent plus mettre, à moins d'accepter les conditions terribles qui sont celles qui font que RATP-CDC prennent 99,7% de la boîte. Ah ouais, donc ils te mettent au tapis, tu Ils plus mettent rien, ils mettent tout poil. le monde au tapis. Voilà. Et bon, je pense personnellement qu'ils auraient pu faire autrement. J'en parlais à quelqu'un hier soir. Je pense qu'ils auraient pu laisser 5% minoritaires, qui ont soutenu la boîte jusque-là quand même. Mais non, ils préfèrent aller prendre jusqu'au dernier centime. Donc, ils ont Mmh. dilué au nominal, euh, Ah ah oui, OK, ouais. à la valeur nominale. Donc tout le monde a été rasé. Et en fait, ce qui s'espérait, c'est probablement relancer la boîte. Et comme ils avaient 100% de capital, peut-être ils auraient récupéré leurs pertes, tu vois. Enfin, tout l'investissement depuis le début, si jamais la boîte revenait. Mmh. Bon, moi, j'ai pas du tout aimé cette partie-là, enfin la façon dont ça a été fait. Je le dis d'ailleurs à l'envi sur mes posts LinkedIn, de temps en temps, un petit peu entre parenthèses ou à demi-mot, mais je le dis quand même. Hem C'est et là, tu dans quel état psychologique, bah, à je ce suis au plus moment-là? mal. Je suis au C'est plus mal. Je pleure chez moi tout seul dans un coin. Ah ouais. C'est horrible. Tout perdu. J'ai plus rien, bah, et même je suis endetté, tu Ouais, vois? ouais. Ouais. C'est-à-dire que déjà J'ai tu un as mes la cash out, je suis endetté alors que j'étais assis sur une montagne assez confortable. Ça me fait vachement penser on a tourné un épisode, avec, Thierry Vignal de Mastéos qui a fait, 0 à 50 millions en 2 ans et qui, covid, lui, crise immobilière, et compagnie et du coup, pareil, il a pas sécurisé et puis il s'est retrouvé, bah, pareil endetté, enfin vraiment même parcours, quoi. Ouais. Et puis alors là, quand tu commences à essayer de te raccrocher à quelques branches, toutes les branches qui existaient quand ça elles disparaissent, il y en a plus ouais, il y a maintenant. plus Ouais, personne, Il y tout a le monde plus te il y a tourne plus le rien. dos, Il y a plus rien. ouais. La French Tech, tous les tu vois, tous les trucs comme ça, À l'époque, c'était les hype. Startup Ouais. Nation et tout, À l'époque, ouais, c'était hype d'être à côté de Bertrand, mais maintenant, ouais, exactement. je Ouais, mets mon qu'est-ce qu'il téléphone en fait, mode tu vois? avion. Nous, quelle j'étais Next horreur. on avait fait la première promotion Next 40, puis la deuxième, et cetera. Bon, Ouais, tes salariés, ils te disent ils viennent te voir, j'imagine, il y a un climat de tension dans la boîte, mais ils savent pas, hein, ce qui se passe trop parce que déjà les 2 premières procédures, c'est privé, hein. Ouais, Personne ne sait. Même le COMEX, c'est pas au courant, tu OK. vois? Ouais. Donc la négociation de la dette, avec les créanciers, avec l'administrateur judiciaire et tout ça, c'est hyper secret. Ça se passe entre les dirigeants de la boîte et les créanciers,
et les actionnaires et Mmh. et l'administrateur, judiciaire, tu vois? OK. Donc et puis moi, je suis parti, moi, déjà, en plus. Donc je suis parti, on n'entend plus parler de moi trop, je reste encore actionnaire. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que, la on en est que je suis encore, actionnaire, heu, Ouais, donc tu bosses plus pour Cityscoot, je bosse plus pour mais tu es encore Cityscoot. actionnaire? Ouais, je suis encore actionnaire. Là, le DG, le pauvre, il est soumis aux hégémonies de l'État, en fait, hein. Et puis, au bout d'un moment, il en peut plus, il part, début 2023. Et là, ce que je reproche énormément, à RATP et CDC, c'est que au lieu d'avoir pris les dispositions qu'il fallait pour renouveler le plan, au lieu d'adopter le plan tout de suite qui aurait pu permettre à la boîte de repartir, parce que les planètes, elles se réalignent un peu, tu vois? Il y a plus de trottinettes dans Paris, on va gagner l'appel d'offres, tu vois, début 2023. Le télétravail est en train de se résorber, le stationnement devient payant pour les, scooters thermiques. Enfin, il y a plein de trucs qui font que, bah, C'est le là, moment, tout quoi. va aller mieux. Ouais. Ouais. Et au lieu de dépenser leur argent pour essayer de financer ce plan tout de suite, en se disant: «De toute façon, l'appel d'offres, on va l'avoir», et ben, pendant 1 an et demi, ou disons pendant 1 an de trop, les investisseurs décident de perfuser Cityscoot à coût de 1 000 000 par mois. Ce qui fait qu'au bout d'1 an, quand, finalement on gagne l'appel d'offres, ils disent: «Bah ouais, on n'a plus envie d'en mettre 1 €». Alors que Ouais. là, tous les feux sont, si tu veux, c'est le marathonien qui s'arrête à 2 mètres de la ligne, Ouais. tu vois? Tu C'est un dois peu être ça. fou à ce moment-là. Ouais, je suis fou à ce moment-là, et là, je me dis: soit ils sont très cons, soit il y a un truc que je sais pas. Soit les 2. Je pense les 2. Enfin, je sais les 2. Et en fait, le truc que je sais pas, bon, je vais pas parler, le truc qu'on sait pas, que je sais et dont on va pas parler dans le Oui. podcast, je suis désolé, vous le lirez peut-être un jour dans LinkedIn. Je sais ce que c'est, et une des raisons pour lesquelles ils ont laissé tomber la boîte, alors que tout était jouable et qu'il y avait plus beaucoup d'argent à remettre pour la redresser, c'est affreux, c'est ignoble. Mmh. D'accord. C'est un truc qui est pas digne de l'État, peut-être digne d'un fonds, privé, Tu et le diras cetera. un jour sur LinkedIn? C'est ça que tu as dit? Ouais, je le dirai. Et qu'est-ce que tu attends? C'est quoi il y a un élément, déclencheur qui ferait que tu le diras à un moment? Ouais, je veux être sûr. Je suis quasi sûr. Donc tu fais ta petite Non, enquête. en fait, je sais qu'il y a ça, mais je sais pas si c'est la raison principale ou si c'est une raison annexe, tu vois? D'accord. Donc non, mais de toute façon, je vais les gens en question, je vais les taguer ensuite de ce podcast pour qu'ils l'écoutent, tu vois? Parce que c'est important qu'il y ait des gens qui prennent leurs responsabilités. Moi, je vais tout faire, hein, je vous le dis, c'est un peu une exclu là. Je vais tout faire pour que ni la CDC ni la RATP ne puissent investir dans les startups en France. D'accord. Ouais. Parce que ce ne serait pas leur rendre service que d'accepter ces 2 actionnaires comme actionnaires, enfin ces 2 investisseurs comme actionnaires. Je suis pas le seul, hein, à avoir vécu ça. Parce que certains ont des intérêts, personnels dans certains, je sais Non, je pas, dans pense pas certaines quand même. décisions Non, de non, 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 je pense pas. Je pense que c'est simplement, en tout cas là, je dirais pas ça de BPI, je pense, même si c'est la même poche, tu vois? Enfin, c'est l'autre poche, du même personnage. Je dirais pas ça de BPI parce que je pense qu'ils ont un ADN qui est beaucoup plus, business. business, ouais, bah, oui. Ouais, Ouais. business. Mais je pense que la Caisse des dépôts / Banque des territoires sont pas faits pour investir dans des startups. Ils sont faits pour investir dans D'ailleurs, des ponts, je savais même pas dans que des la Caisse golfs. des dépôts investissait dans des startups. Mais tu sais que moi, moi, en fait, au départ, pour mon tour A, la Caisse des dépôts et la BPI se sont tirés la bourre pour rentrer dans Cityscoot. Et je pouvais pas avoir les 2, fallait que je choisisse. Il se trouve que l'investisseuse, à ce moment-là, celle qui a mené l'investissement à la CDC, qui s'appelle Marie-Laure Mazot, elle était géniale. Je l'ai adorée. Elle était super. Je voulais elle. Et que celle qui menait l'investissement à la BPI, qui est une polytechnicienne, je ne sais pas si c'était son nom, mais elle comprenait rien. Voilà, elle comprenait rien du tout. Et donc, je me suis senti énormément d'affinité. Je préférais la BPI à la CDC, mais je me suis dit: «Si c'est elle, là, de la CDC qui siège à Ouais, mon donc tu as board, je suis fonctionné bien». Ouais. à l'humain, Exactement, je suis bien, voilà. Et comme c'est l'État de toute façon, bon, pour moi, c'était blanc bonnet, bonnet blanc, tu vois? Mais je préférais que ce soit elle qui soit avec moi parce que je l'ai beaucoup aimée, tu vois?
Bon, finalement, elle a été remplacée assez rapidement par un autre gars de la CDC. Et J'avais que tout perdu, en fait. et que mais comment tu peux t'y prendre pour te dire, «Je veux plus que la CDC, investisse dans des boîtes»? Mais je leur fais de la mauvaise pub, c'est tout. D'accord. Alors ça C'est marchera, ça c'est marchera pas. sensibiliser, en fait, C'est l'écosystème, Ouais, parce autour que je suis de pas ce le qu'ils ont seul. fait, quoi. Tu vois, tout le monde ferme un petit peu. En fait, tu sais, il y a une espèce d'omerta, qu'il faut pas dire du mal des investisseurs, parce qu'on sait jamais si je remonte une boîte, je vais peut-être avoir Ouais, besoin d'eux. Et puis les investisseurs entrés ne disent Ils se jamais du mal ouais. Ouais, ils se des uns des parlent, autres c'est un parce qu'ils petit se re monde, ouais. parce qu'ils se retrouvent, tu vois? Ouais, ouais. Et que ça pourrait un peu nuire à leur truc. Mais moi, je pense qu'avant tout, il faut penser aux entrepreneurs, tu vois? Enfin, c'est les mecs les plus importants de l'histoire, tu vois? On a plus besoin des entrepreneurs que des investisseurs. C'est les entrepreneurs qui créent les boîtes, tu vois? C'est enfin bon, bien sûr. voilà. Bah oui. Et si, jamais il y a des investisseurs qui sont capables, par, manque de professionnalisme, désintérêt, heu, Opportunisme. toxicité, ou autre, tu vois? De faire couler des boîtes qui emploient des centaines d'employés, bah non, bah, faut pas qu'ils investissent. Faut qu'ils Mmh. laissent la place à ceux qui savent Qui faire, tu savent, bah vois? oui, je comprends. Il y a assez d'investisseurs en France pour que ce soit les bons qui le fassent et pas ceux puis en plus, moi, je trouve que c'est pas le rôle de la CDC d'investir dans les startups privées. Je pense que c'est plus le rôle de la BPI de le faire Ouais. et à mon avis, ils devraient s'écarter de ce truc-là. Voilà. Ils savent pas faire, c'est pas leur job. Ils devraient laisser la BPI tout prendre. Alors du coup, pour en revenir sur le plan, psychologique, parce que c'est important du coup, ce moment-là, tu dis tu es au fond en fait, tu es chez toi Ouais, et tu au fond parce que le bébé que tu as construit, la fortune que tu as construite, bah, elle s'est ouais, tout transformée en dette, s'effondre, quoi. tout s'effondre. Parce qu'en plus tu as des projections, forcément, parce que quand on Ouais, entreprend et que tous les voyants sont au vert et qu'on parle de Cityscoot comme une révolution, c'est dur. forcément tu Ouais. vois, tellement loin que Ouais et puis j'avais plein d'idées pour City Scoot, tu vois? Enfin, je voulais vraiment, enfin bon, ça s'est pas passé, comme, ça aurait dû se passer. Mais malgré ça, j'espère que la boîte survive, en fait. Mmh. Même si je suis plus qu'un actionnaire, devenu ultra minoritaire, enfin, je me débrouille pour acheter des actions nouvelles dans la dilution par 1000, parce qu'il me reste quelques économies, tu vois? Heu, J'espère que ça va reprendre, j'espère que je vais retrouver un petit peu de sous et cetera et je me dis: «Bon, bah, si la RATP et la CDC, ils ont été jusque-là, ils vont y putain, ils vont aller. la soutenir». Mmh. Parce qu'en fait, s'ils le font, est-ce qu'ils le font pour récupérer leur fric? Je pense que oui. Est-ce qu'ils le font parce que c'est une boîte qui a un intérêt pratique presque public, que c'est de l'économie propre, qui a 350 salariés, que c'est une grosse notoriété, que c'est du B2C et cetera? Je pense qu'il y a plein de raisons pour eux de soutenir cette boîte jusqu'au bout. Or, ils lâchent 2 mètres avant la ligne d'arrivée pour quoi? 7 000 000 alors qu'ils en ont déjà mis 20 chacun ou 25 chacun, qu'il faut qu'ils en mettent 3 ou 4 chacun là de plus. Tu vois? Je sais qu'il y a un Mmh. truc qui va pas. C'est pour ça que je décide de reprendre la boîte. Heu, En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'envoie un premier post LinkedIn pour dire: «Comment ça, ma boîte, elle est en RJ?» parce que je le J'ai découvre. suivi, toute la Tu as suivi tout tous le les pi feuilleton? tout le feuilleton, sur LinkedIn, Ouais, c'était incroyable. ouais et du coup, j'envoie ce premier post comme ça, je le fais en 10 minutes. Je me rappelle, c'est avec l'image du coq, Ah non, ça c'est ça l'épisode 4 c'est ça. l'épisode 4, ouais. Ouais. OK, d'accord. Non, le premier c'est, épisode 1, quoi ma boîte alors elle s'appelle pas épisode 1 parce que je savais pas qu'il y aurait des épisodes derrière, mais elle s'appelle pas comme ça, mais ensuite j'ai fait 2 é il y a eu 4 épisodes et je commence ça, post d'un entrepreneur, en colère, ça s'appelle. Je fais 1 million de vues. Tout le monde m'appelle. Je reçois, des avocats m'appellent, «Comment on peut vous aider?» Est-ce il y a des mecs qui écrivent, d'autres entrepreneurs que je connais qui me disent: «Bertrand, reprends ta boîte». Et l'idée, elle était en fait, l'idée, bon, elle germait un petit peu depuis d'essayer de revenir, tu vois? Ouais. Là, la boîte, elle se retrouve tout d'un coup en cessation de paiement puis redressement judiciaire. Les mecs me disent: «Mais reprends ta boîte». Je dis: «Ouais, mais j'ai pas d'argent». «Trouve des investisseurs, fais un plan de reprise, trouve des investisseurs». Et là, en fait, je dis: «Pourquoi pas?» À un moment, je réponds à un mec, je dis: «Pourquoi pas?» Et là, je reçois encore plein de coups de fil et ça devient viral et tout. Et et là, il y a des avocats qui m'appellent, qui me disent: «Moi, je travaille pro bono pour toi, je vais t'aider, une boîte de conseil en communication, un leveur de fonds, EY», tout ça. Tous, ils m'appellent, ils me disent: «On travaille gratos, il faut qu'on reprenne cette boîte, on ne peut pas laisser Cityscoot tomber. Incroyable. Par contre, il faut qu'on trouve de l'argent». Et j'ai pas trouvé l'argent. Alors qu'il fallait pas beaucoup, j'ai Fallait pas réussi à combien? trouver l'argent. Il fallait 7 millions. 7 millions.
Ouais, mais à l'échelle de ce qui a été Oui. investi depuis le début, c'est pas grand-chose, quoi. Ouais, bah, oui, c'est ça. 7 millions, Tu étais j'ai proche d'avoir ces 7 millions non, ou pas du tout. pas du tout? J'ai jamais je me Mais suis tu avais un même timing qui était short aussi. ouais, parce que, bah, c'est un peu ça qui nous a coûté cher, c'est que, bah, les mecs, ils se disent, il y en a beaucoup qui arrivent pas à prendre des décisions en 6 semaines, tu vois? Donc en général, tu vas voir les fonds de retournement. Mmh. Les fonds de retournement, on était trop petits pour eux. C'est des mecs qui vont pas mobiliser des équipes et cetera pour 7 millions. En général, c'est plutôt entre 10 et 20 millions minimum, tu vois? Heu et puis après, on a été voir des gros entrepreneurs. Est-ce qu'ils voulaient mettre de l'argent dedans? Est-ce qu'ils voulaient pas? Enfin, les conditions n'étaient pas réunies. Et puis finalement, à la fin, j'ai réussi à mettre la main sur 2 ou 3 qui auraient pu, mais ils m'ont dit: «Non, mais le temps est trop court, tant pis, on passe notre tour». Bon, Donc j'y ai cru jusqu'à la dernière. Un ex Parce que c'est un énorme coup de com', enfin, ce que tu as fait sur LinkedIn, à ce moment-là, c'était C'était énorme. énorme. Moi, je m'en rappelle, alors mais tu as vu, ça veut dire que c'était pas il en était pas à son premier coup aussi, hein. oui, Coup de com', Non, mais ce qui est qui vrai, c'est que tous les autres épisodes ont fait, moi, à un moment, je me suis dit: «Bon, j'ai eu un coup, ça a été viral». Enfin, l'algorithme, moi, je le maîtrise pas. Moi, oui. je postais 2 fois par an, moi, sur LinkedIn. À Oui, c'est chaque fois ça, parce que moi, j'avais regardé ton profil LinkedIn, tu sais, genre, enfin, je savais qui t'étais, mais genre, je voyais qu'il était pas très, enfin, pas très rempli, tu faisais pas de personal branding non. et là, d'un coup et là, tu vois ces posts là qui s'affichent, genre, franchement, après enfin, là, l'épisode 4, l'épisode final, je crois que enfin, il y en a eu 6-7 des épisodes. Non, il y en a eu 4 ou 5 et ils ont tous fait 200 au moins 250 000 vues. Mais Incroyable. ça foutait les frissons, Ah ouais? ouais, ça foutait les frissons, c'était dur, quand même Ouais, ouais. de voir ça sur les, Ouais, c'était dur. En plus, il y avait, tu sais, il y avait un capital sympathie énorme pour Cityscoot. ouais, bah, oui. Il y a plein de gens qui disent: «Moi, Cityscoot, je suis utilisateur depuis le début, ça m'a sauvé la vie, ça a changé ma vie». Tu vois? Il y a des gens qui ont changé leur mode de vie pour ouais. grâce à Cityscoot, tu vois? Donc ça fait super plaisir. Bon, ça sauve pas la boîte. Mmh. À un moment, je me suis dit: «Putain, je vais faire du crowdfunding». En fait, Ah, j'allais te le dire. il y a Tu un une truc que j'au association, Ouais. non, mais il y crowdfunding. a un truc que j'aurais dû faire. J'ai pensé que une semaine avant la fin, en fait, avant le 6 février qui était la date butoir, je me suis dit: «Je vais demander aux 100 000 utilisateurs de 2023, 2024, tu vois? Non, 2023, de mettre, 70 balles chacun et ensuite je leur offrirai pour 150 balles de ride», tu vois? Parce qu'en fait, moi, le Ouais. coût marginal, enfin la marge, elle est Ouais, vachement, tu l'aurais absorbé. je l'aurais absorbé en 1 Ouais, an ou 2, oui, tu vois? oui, oui Et et en ça fait, te je pense permettait que d'avoir du souffle et de en fait, peut-être j'aurais demandé 150 ou 200 balles. Enfin, en tout cas, je leur ai dit, quel que soit ce à quoi j'avais pensé, je leur ai dit: «Vous donnez X, je vous donne 2 X». Mmh. Voilà. Et alors, il y a des mecs qui auraient filé 10 balles, il y a des mecs qui auraient filé 500 balles, j'en sais rien. Et je pense que j'aurais peut-être pu lever l'argent. Mais il paraît que c'était après, on m'a dit, ça aurait été interdit de faire ça. Je sais pas pourquoi. d'accord. C'est interdit de faire ça parce qu'en fait, normalement, quand tu demandes à des gens d'investir dans une boîte, bah, là, ils auraient pas investi, hein, j'aurais échangé contre, Ah, ça ça aurait été Oui. juste ouais, c'est vrai, je bah donnais oui, pas du coup, ouais, d'action. c'était pas possible. Ouais, vu qu'il y a pas de lien de capital, Mais non, mais en fait, s'il y avait eu du lien capital, j'aurais pas eu le droit parce qu'il aurait fallu que je leur ouais, donne tout le prospectus. Mais là, je vendais des locations, mais comme la boîte était pas encore à moi, j'avais pas le droit de leur vendre un truc qui était pas encore à moi, d'accord. que je pouvais pas donner. Donc ça aurait été compliqué. Mais il y avait un truc à faire là-dedans, je pense que j'aurais pu faire du crowd. Mais, du coup, quand c'est la «chute» entre guillemets de Cityscoot, c'est dû essentiellement à une baisse d'activité, du coup, comme tu Ouais, l'as ouais, dit, bah qui oui. ouais, c'est ça, Ouais, ouais. c'est Non, ça, donc le donc en fait, fait il y a pas vraiment il y générateur, a pas d'erreur, commise. Là, aujourd'hui, si on te demande une erreur qui, selon toi, a pu, entraîner ça, il y en a pas vraiment? j'ai peut-être, comme c'est un business où il faut toujours anticiper l'année suivante, parce que tu sais, il y a de l'inertie entre le moment où tu déploies ta flotte, où tu vas dans les villes, la commande, l'arrivée, et cetera. Tu es obligé de faire tes investissements un peu à l'avance. Et peut-être l'erreur a posteriori, j'ai faite, c'est d'avoir vraiment énormément investi au moment du 3e tour, c'est-à-dire préacheter les scooters, essayer de prévoir telle ou telle ville, et cetera. Donc dépenser beaucoup d'argent, heu, à International, c'était peut-être une erreur? à l'avance. Ouais. Ouais. En fait, on aurait peut-être dû aller un peu plus lentement, mais moi je trouvais que j'allais super lentement par rapport à d'autres startups, tu vois, qui Ouais. allaient partout d'un seul coup. Ouais, mais comme tu disais, c'était la période Uber. Ouais. C'est Non, mais même les mecs de trottinettes, ils ont fait Inonder le une marché. croissance 10 fois plus rapide que la Inonder le mienne, tu marché, vois? ouais.
Bon, faut dire que Après, poser l'investi 250 oui, c'est trottinettes ce dans que une j'allais ville, dire, c'est un peu plus c'est facile. beaucoup plus simple, beaucoup plus Ouais. rapide, beaucoup moins cher aussi, hein. Ouais, tu pas besoin de ouais, c'est beaucoup moins cher. Donc bon, j'étais un petit peu frustré de ne pas avoir une croissance plus forte, mais je pense que j'ai un peu surdépensé ou surinvesti, dans l'euphorie. Ça, c'était 2019, tu vois? Et finalement, je me suis retrouvé en 2020 avec le marché arrêté, avec des scooters que j'avais commandés en 2019 qui tournaient pas, dont je payais le leasing, je payais l'assurance Mmh. et Ah finalement ouais. qui m'ont coûté des millions, tu vois? Des millions en trop. Peut-être même des dizaines, j'en sais rien. Enfin, Ça représentait combien de chiffre d'affaires avant, Covid, 20 millions à peu près. 20 000 000? Et Moi, ça aurait dû faire 30. Je pense sans le Covid, on faisait 35 en 2021, en 2020. ce que j'aimerais savoir, c'est quel type de CEO, Avec les équipes? avec non, c'est quoi tes caractéristiques, en tant que CEO? J'ai beaucoup changé. Au début, je faisais partie de ceux qui pensent que si c'est pas moi qui fais, c'est mal fait. Et que je voulais que tout soit fait à mon goût, tu vois? Bon. Et en fait, en embauchant les mecs au fur et à mesure, qui d'ailleurs, c'est pas j'ai pas été chercher, tu sais, les gens venaient comme ça et puis je faisais un peu du picking comme tu vois, comme ça, du stock du man picking. J'ai découvert en fait tout le monde était meilleur que moi. Chacun évidemment dans sa Dans son spécialité et domaine, ouais. moi j'étais un peu moyen en tout, tu vois? Bon, je pense pratiquement tous les sauf les ingés, qui montent leur boîte de, Ouais, deep Triptech, tech Ouais, ou tech, ouais, IDEA et ouais. cetera. Ils sont très forts dans leur spécialité, personne ne les égale. Moi j'étais un peu moyen partout, j'étais un peu moyen en finance, j'étais un peu, moyen en marketing, j'étais pas du tout tech. Enfin voilà, tu vois? J'étais à la limite, je me sentais une appétence vraiment pour ce qui était opérationnel terrain, ça, c'était le truc où je me sentais un peu plus fort que La les autres. fameuse optimisation. Et donc j'ai eu un énorme respect vis-à-vis de tout le monde, mais j'aime faire confiance. Je suis pas contrôle, fric. Je déteste les réunions. C'est-à-dire que pour moi, une réunion ne doit pas durer plus d'une demi-heure ou un quart d'heure même, tu vois? Quitte à en faire une autre le lendemain ou un truc comme ça. Moi, perso, j'arrive pas à tenir mon attention plus que 30 minutes. Donc j'imagine que les mecs, quand je leur parle, là, je vous admire les mecs parce que ça fait 1 heure que je vous parle, vous continuez à me poser des Ouais, questions ouais, ouais. pertinentes, J'étais tu en train de vois? me dire ça, là. C'est passionnant, hein. Mais j'ai changé et je pense que je suis un CEO qui est assez cool. J'ai beaucoup d'humour, je fais des blagues, ouais, dans ma boîte et cetera. Ça se ressent quand je t'ai envoyé le mail, quand je t'ai envoyé le message sur LinkedIn, C'est c'était vrai? très sympathique. Ouais, c'était très sympathique. Ouais. Tu m'as répondu très cool. Et du coup, ouais, ouais, non, je sais pas et alors les gens, je crois que mes salariés m'aimaient beaucoup. En tant que patron, j'étais très respecté, tu vois? Et même quand j'ai monté mon garage, au début que je connaissais rien, même mes mécanos, mon chef d'atelier comme ça, il me respectait vachement parce que je m'intéressais à ce qu'il faisait, heu et C'est ouais. intéressant ce que tu dis, du coup. Est-ce que au moment où tout s'arrête, tu sens, beaucoup de soutien justement de la part de tes équipes parce Ouais. que tu es ce genre de manager? Ouais et au moment où tout s'arrête, ouais, énormément de soutien. D'ailleurs, je sais, hein, parce que j'ai encore des oreilles à l'intérieur de la boîte évidemment. Il y a encore, bah, tous les gens que j'ai embauchés, ils sont là, donc j'ai du reporting quasi permanent. Je sais même que, quand j'ai essayé de reprendre la boîte, à part quelques-uns en redressement judiciaire, c'est vachement important pour le juge de savoir que les salariés, ils vont Bah, ils supporter ton soutiennent, pas, ouais. d'accord? C'est le truc le plus important Bien d'ailleurs. sûr. Bon, et ben, il y avait 90 des salariés qui voulaient absolument que ce soit moi le repreneur. Heu et ouais, mais moi je les ai toujours chouchoutés, mes salariés. Que ce soit par les mots, que ce soit par l'attention que je leur portais, plus que par les sous d'ailleurs, parce que comme on n'a jamais vraiment gagné d'argent, il y a pas eu de bonus, il y a pas eu de choses comme ça. Mais et puis par le projet, tu sais qu'ils étaient très, très fiers de faire partie d'un projet innovant dont tout le monde parle et C'est cetera. ce que j'allais dire aussi, il y a une Tu notion sais d'engagement et exactement, d'attachement à la marque. Donc c'est une culture exactement, d'entreprise incroyable. exactement. La marque était très forte et travailler pour Cityscoot, c'était vraiment, un nice Cityscoot, c'était une nice place to be parce que c'était complètement 1er enfin, innovation mondiale, tu vois? Ouais. Et les ingés qui bossaient là, qui étaient des génies à mes yeux, ils ont fait naître ce truc-là, tu vois? Mon idée, ils l'ont moi, un jour, j'ai écrit un truc à mes ingénieurs en 2013, là, ou 2014. J'ai écrit sur une feuille A4, comment je voulais que le service soit. Les mecs ils ont pris la feuille, ils l'ont fait. Ouais. Je savais même pas que c'était possible, tu vois? C'est quoi qui t'a permis de sortir du moment où tu étais vraiment au plus bas? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a aidé à Heu,
Ouais, bah, faut bouffer, hein. Les idées, je les ai, elles m'arrivent, tu sais, moi, j'ai les idées quand je prends une douche le matin. Alors c'est pas toutes les douches du matin qui me donnent une nouvelle idée, mais les idées, il suffit d'observer, au fait, autour de C'est toi ce qui ça. se passe et là, tu te dis: «Putain, là, il y a un trou». C'est pas si simple, hein. Non, C'est pas si simple à faire. Tout le monde n'est pas alors, capable de faire ça, hein. Ouais. moi franchement, c'est un truc, c'est que depuis que j'ai entrepris, je suis très observateur et tout ce qui est fait très manuellement, tu sais, genre, j'ai des observations et je me dis: «Putain, mais ça, tu pourrais automatiser ça. Ça, tu pourrais faire mieux». Et en gros, Mmh. il y a toujours des évolutions au final. Bah, oui, la Ça va technologie fait que, ça évolue très Et vite, puis, il faut donc pas oui. croire que c'est parce que ça existe pas ouais, alors, il y a plein de gens qui disent: «Ouais, mais ça se saurait, ça serait déjà fait depuis longtemps». Non, c'est pas il y vrai. a de la place Il y a pour tout le forcément un monde. mec qui a cette idée le premier, hein, tous les trucs Et ont c'est pas existé. forcément le premier qui réussit. Ouais, On l'a vu exactement. avec Autolib. Exactement, non, le time to market, c'est hyper important. Bah ouais. Ouais. Et je pense, précisément, Cityscoot, sur nous, on a eu un bol fou. Enfin, moi, c'est arrivé au bon endroit, au bon moment, avec les bons interlocuteurs. Moi, j'ai rencontré le mec de LeasePlan, c'était notre leaser. Franchement, on avait à peine un BP, on n'avait même pas de cabis, on n'avait rien, pas de bilan. Et le mec, il m'a dit: «Ouais, ouais, je vous finance pour 8 millions les 1500 premiers scooters, sans garantie». Il faut quand même avoir le bol de tomber sur Ouais, le mec qui avait envie de faire ça au bon moment, tu vois? Donc on a eu il y a une part de chance, c'est évident. Une part de chance. incroyable. Et moi, j'ai une question, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent et qui traversent ce genre d'épisode. Il y a beaucoup, on parle de plus en plus de la santé mentale, des entrepreneurs, le burn-out. Toi, comment tu as réussi je reprends du coup la question de Joe, comment tu as réussi à rebondir? Qu'est-ce qui t'a motivé, Mais ça se trouve, je suis passé par un burn-out sans m'en rendre compte. C'est OK, possible. Peut-être un léger, tu vois? En général, je suis assez solide, mentalement. J'ai des amis autour de moi. Je me suis un peu regroupé avec ma famille, très important, tu vois? Heu, Notamment quand je viens à Paris, je t'ai dit, j'habite chez ma fille aînée, qui a 30 ans et être avec elle, ça me fait un bien fou, tu vois? Heu et heu Et puis, il y a un moment en fait, la pire situation, c'est quand il te reste un peu de meubles et qu'il y a le feu et qu'il faut les sauver, mais qui vont brûler. Là, tu as très peur. Quand tu es tout en bas et que tu as plus rien à perdre, tu as plus peur de rien. Voilà. Et ça, c'est pas pour ça que tu retrouves tout d'un coup une allégresse, incroyable, tu vois? Mais, c'est finalement, c'est beaucoup plus facile d'être au fond du fond que d'aller vers le fond. Ouais, c'est limite rassurant parce que ça y est, Il y a un moment ouais, tu touché le fond, Enfin, quoi. ceci dit, avant d'arriver là, moi, plusieurs fois, je pensais que j'avais touché le fond, mais en fait ouais, et en fait, tu vas toujours encore un peu plus loin et là, tu te dis: «Non, mais c'est pas possible, putain. Oh, je pensais que j'avais touché le fond» et en fait, tu vois, tu as une mauvaise nouvelle en plus, tu vois? Un truc qui tombe sur la gueule, tu t'y attendais pas et tu te dis: «Ah non, là» et puis là, il y a un moment, tu sais. Il y a un moment où tu te dis: «Là, j'ai plus rien, on peut plus rien me prendre». Heu Il y a pas j'ai des filles magnifiques et puis j'ai la santé, j'ai une santé de fer, Mais du donc coup, il y a pas un moment où tu t'es dit: «Oh vas-y, qu'est-ce que je fais? Je vais me casser d'ici et puis je vais aller, faire complètement autre chose ailleurs et par je exemple, vais» faire du paddle à évidemment. Palma, Non, non, je mais rigole. attends, tu sais, non, mais tu crois pas si bien dire. Le problème, c'est que moi, si j'avais juste mes 2 filles de 30 ans, mon ex-femme et cetera, je te jure, je me serais barré en Thaïlande, j'aurais bossé dans un bar, un truc et cetera, sans revenu, sans rien, j'en aurais rien eu à foutre. Moi, je peux habiter dans une chambre de bonne, ça me dérange pas, d'accord? Il suffit que j'ai internet, on a une à louer juste au-dessus si tu veux. mais le problème, c'est quand tu as une, nouvelle famille avec 2 petites qui ont 4 et 5 ans, tu as pas le droit. Ouais, Tu peux pas les abandonner. Heu, j'ai une femme, je peux pas, tu vois? Tu as un devoir tu as une responsabilité d'âme, tu vois? Donc Il y a un c'est lien fair. entre, ton rebond professionnel et ton rebond, sentimental, on va dire? Parce que Non, tu rien as à tu voir. as changé de vie un peu Non, non, sentimentale, non, mais non, 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 rien à voir. Non. comme tu as ouais, tu as 2 filles qui ont la trentaine et 2 filles qui ont, 4 et 5 ans. Bah, je me suis remarié avec une femme qui avait 20 ans de moins que moi et qui avait pas d'enfant et moi je suis d'accord pour avoir autant d'enfants que possible. Ouais et puis rapprocher à chaque fois. ouais, c'est super. Ouais, parce que comme ça, elles vont tu sais, elles sont les meilleures amies du monde, tu vois? Bah ouais. Non, non, mais ça n'a pas de lien. Ceci dit, je pense que ça a été une chance pour moi, alors je ne veux pas le dire comme ça, mais
ça a été un hasard plutôt bienveillant pour Cityscoot que je me sois séparé de ma première femme. On s'est séparés en très bons termes Mmh. au moment de monter Cityscoot. Moi, j'avais dit un jour au Salon des entrepreneurs Porte-Maillot, et j'avais beaucoup choqué, que c'est très difficile de monter une start-up où tu en même temps que d'avoir un couple, en couple. D'accord. À un moment, c'est soit ta femme, soit ta start-up. Et le mec, il veut pas abandonner son projet. En général, je dis le mec, parce que les femmes, quand elles entreprennent, c'est différent. Elles ménagent beaucoup plus leur famille, alors que les hommes, eux, c'est tout ou rien, tu vois. Mmh. Et en général, la femme, elle supporte pas d'être trompée pour une autre, et l'autre, c'est C'est l'autre, c'est l'entreprise, la tu vois. start-up. Ouais, c'est la start-up. Elles ont beaucoup plus de mal. Et moi, à un moment, j'ai senti que ça aurait pu casser mon couple si j'en avais eu un, parce que je bossais 18 heures par jour. Enfin, je dormais même Tu vis dans mon pour bureau. ça, tu Ouais, manges ça, ouais, tu Ouais. vis que pour ça, il y a plus rien qui t'intéresse. À l'époque, mes filles, elles avaient 20 ans, donc bon, ça allait à peu près, tu vois, 18 et 20 ans. Mais quand tu as des petits-enfants et tout, enfin, tu peux pas, ouais, sinon on te le reproche. On te dit: «Putain, tu t'occupes de tes enfants, quoi. Oublie pas que tu as une famille». Ouais, mais j'ai ma start-up quand même. Ouais, et ça va, c'est tout. tes filles, tes enfants, elles l'ont enfin, celles qui ont 30 ans, elles l'ont vécu comment Bah, l'aventure? elles ont adoré. Elles ont kiffé? Elles ont adoré. Bah, surtout que elles ont toutes les 2 bossé pour Cityscoot, à tour de rôle, enfin pas à tour de rôle, soit en même temps. Elles sont parties, elles sont revenues, il y en a une qui est devenue récemment, quand on a ouvert Bordeaux, il y en a une qui est devenue la city manager de Bordeaux. C'est elle qui faisait le premier marketing chez Cityscoot, qui est arrivé tout au début, Ouais, elle faisait partie du projet, quoi. Ouais. ouais, 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 complètement. Elles doivent être très fières de toi, Alors elles étaient, ouais, 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 Cityscoot, mon père c'est fondateur de Cityscoot, et bah, cetera, ouais. et cetera. Bah ouais, à la grande époque, ouais. Et là, maintenant, toi, tu es fier de toi, de tout ce que tu as pu accomplir, Bah ouais, non, je suis fier. malgré le fait, voilà, que ça arrive Je sais que de j'ai changé la vie de dizaines, de milliers de ça, c'est sûr. personnes, peut-être de centaines de milliers, j'en sais rien. J'ai instauré un nouveau, tu sais, aujourd'hui, s'il y a des Limes dans 250 villes, et cetera, bah, c'est nous qui avons montré le truc, tu vois? C'est ça, c'est incroyable. Ils sont arrivés 3 ans, 4 ans après nous. Tu Ouais, as révolutionné un marché, ouais, tu révolutionné un marché, tu as Ouais, un ouvert mode de la vie. voie, ouais, ouais, c'est vrai, c'est ouais, vrai. et donc je suis hyper fier d'avoir fait ça, tu vois? Ce que je comprends pas, ce que je n'ai toujours aujourd'hui du mal à comprendre, c'est qu'il y ait pas plus de gens qui aient abandonné leur voiture pour faire du scooter électrique. C'est-à-dire, Bah, tu veux que moi je te dise, moi, je pense que je suis peut-être l'exemple, type, c'est, j'ai trop envie de faire du scoot parce que, tu vois, moi, je suis en smart H24, je me faufile à droite, à gauche. Donc si j'étais en scoot, tu te faufiles que dalle. Je peux hein? te dire Non tout de mais suite. non mais je suis un pirate en smart. Ouais. Genre vraiment, je sais pas s'il y a des flics qui me les bandes d'arrêt d'urgence, les bus, les lignes de bus et tout, genre les taxis, Tu couperas au ouais, montage. je les fais toutes, hein. Mais en scout, je kifferais, c'est juste, la notion de danger, c'est vrai, je pense que C'est un gros frein, ouais, je c'est un suis trop gros taré pour utiliser un scout. Eh ben, figure-toi que c'est, Toi, le périph', typiquement le périph', je me faufilerais entre les voitures et tu mais vois, il y a celui qui deux il y a prend à plus droite, je me tape le il y tu a vois? plus il y a mais tout le monde le fait, mais il y a plusieurs manières de le faire. Moi, je fonce en scooter. C'est-à-dire, Ouais. je suis vitesse max tout le temps. Bon, sur mon 50, c'est pas compliqué, mais même quand j'avais mon C-Evo, j'étais au max tout le temps. Et par exemple, il y a des gens qui disent: «Ouais, c'est dangereux le scooter électrique parce que les piétons, ils t'entendent pas venir». Mais quand tu le sais, toi, en tant que toi, tu le sais en tant que, bah, tu fais 2 fois plus attention. Ouais, c'est vrai en effectivement, plus, ouais. Ouais, tu as raison. que quand tu es en scooter thermique. En scooter thermique, tu as su, enfin, c'est en anglais, mais tu imagines que les gens t'entendent, tu vois? Alors en scooter électrique, et en plus, tu es beaucoup plus, comme tu fais pas de bruit, tu es beaucoup plus attentif à ton environnement. Donc essaye un jour, si tu veux, bah, il pourra te faire essayer. Tu vas voir, tu reviendras plus jamais en arrière. Tu diras sur LinkedIn si tu as pris un scooter On va faire électrique. sa pub. Bah, bien Écoute, je vais sûr. te dire un Avec truc, Steve, là, on va y quand aller, tu hein. passes de la voiture au scooter thermique à l'époque, tu revenais plus jamais dans une voiture, et aujourd'hui, quand tu passes du thermique à l'électrique, tu reviens plus jamais au scooter thermique. Allez. En C'est tout le mot de cas, la fin. Ouais. ouais, super, et dans cet épisode, on aura eu, l'annonce que Bertrand attaque, la CDC. Non, 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 j'ai pas dit Ouais, je ça. non, rigole. je rigole, je rigole, J'ai je pas rigole. dit ça. Non, non, dans cet épisode, on aura eu pas mal d'infos parce que du coup, tu t'es vachement livré, donc on te remercie parce que, tu sais, on a fait exprès de faire cette thématique rebond pour mettre en avant vraiment le côté positif de l'échec et de la suite, tu vois? Parce qu'effectivement, comme tu le disais, il y en a beaucoup qui ont des difficultés pour se relever. Donc montrer qu'il y a un après et qu'il y a une lumière au bout du couloir, tu vois? C'était ça qui était important et je trouve que tu le retranscris bien.
Ah OK, bah, écoutez, si ça peut aider tous ceux qui sont mal, je sais qu'il y a eu plein d'entrepreneurs récemment qui ont été au fond du fond, qui se voyaient là-haut comme moi je me voyais là-haut et qui se sont retrouvés tout en bas et après c'est super dur de rebondir. Surtout qu'il y a un truc qui est très important, c'est qu'à un moment tu perds confiance en toi. Mmh. Tu te dis: «Là, plus personne veut me parler, je perds confiance en moi». En plus, moi, tu sais, j'ai 58 ans, c'est dur, tu vois? C'est pas comme si quand tu moi, j'ai déjà rebondi une fois à 35 ans après mon aventure bancaire, c'est facile. À 58 ans, c'est plus dur et pourtant on y arrive. Voilà. Bravo, franchement Merci bravo, les mecs, en tout cas, pour bravo, Merci l'invitation. bravo. Bertrand, c'était C'était un c'était super incroyable. épisode. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, donner de la visibilité, s'il vous plaît. C'est ce qu'il nous faut pour qu'on puisse avoir d'autres superbes invités comme toi. Merci à tous. À bientôt pour un nouvel épisode de Multi.